Salut les copains. Coucou, salut. Coucou. On se retrouve plus tôt que prévu pour le 7e épisode. Plutôt, les gens n'en savent rien. Nous, on tourne plus tôt. Oui, mais je dévoile un petit peu des coulisses à chaque fois. Oui, c'est vrai. J'aime bien donner des petites anecdotes de tournage. Et on en a plein pour cet épisode. Cet épisode est riche. Donc, on commence avec l'épisode numéro 7. Épisode au cours duquel on voulait aborder le silence dans le cinéma d'horreur. Et donc, en guise d'introduction, une anecdote. En 2018, je suis allé voir au cinéma Sans un bruit de John Krasinski. Nous n'étions pas nombreux dans la salle et je me rappelle tout à fait du début de la séance, de l'efficacité de la scène d'exposition et de m'être senti quelques instants accroché au siège, souffle coupé. Au rang devant moi, un type non intimidé par le titre du film, qui avait pourtant pour fonction annexe de rappeler les consignes de la séance, a ouvert un paquet de chips industriels gros format au ralenti pour y glisser sa main avec une odieuse régularité. Déconcertant. Évidemment, j'ai souffert en silence et mon voisin a fini par lui hurler dessus. Pendant un moment, Sans un bruit est alors devenu gros bordel. Longue anecdote pour finalement rappeler qu'au cinéma, le silence est un matériau essentiel, équivalent au dialogue, à la lumière, voire plutôt même à l'ombre, enjeu scénaristique majeur, voire high concept ou simple procédé stylistique, les silences nous parlent. Et ce soir, pour écouter le silence, je suis avec Léo. Comment ça va, Léo ? Ça va, j'ai réussi à être à peu près à l'heure pour cet épisode. T'es pas trop essoufflé ? Ça va. Je suis aussi avec Camille. Comment ça va, Camille ? Ça va très bien. Toi, t'étais à l'heure. Moi, j'étais à l'heure. Ouais, je tiens à le dire. Oh, les bons élèves, ça va, ça suffit. Et je suis aussi avec Lola. Comment ça va, Lola ? Je suis un peu vexée parce que là, ça fait 3 épisodes que tu me présentes en dernier. J'essaye de le faire de manière aléatoire à chaque fois, mais peut-être qu'en fait, je pense que ton inconscient me fout la dernière. Je suis le meilleur pour la fin. Enfin. Mais bon. Tu m'envoies mais vraiment désolé. Je veux pas faire de favoritisme, mais du coup, peut-être que je me trompe et que je répète le même pattern à chaque fois. J'ai l'impression. Bon. Mais bon. Passons. On verra pour le prochain. Il y a celui que je présente toujours en dernier, par contre. Oui. C'est toujours le même. Ah non. C'est au son, à la technique, l'inverse du silence. Nous avons Brice. Brice à la technique. Comment ça va, Brice ? Ça lui correspond bien parce qu'on l'entend sûrement dans le fond là, pas très fort. Donc. Eh bien, on va commencer avec les films de ce soir. Et pour commencer, on va commencer par le dernier arrivé. On va commencer par Léo qui va nous parler. Le dernier arrivé est un fan de Phil Collins. C'est moi. On a c'est dans quoi ça ? C'est dans Steak. Ah oui, c'est dans Steak. C'est quoi ton film, Léo ? Moi, mon film, c'est Kairo. À ne pas confondre avec Tairo. C'est pas pareil. Voilà. Bon, ma blague est visiblement bidée. Allez, bande annonce. Aidez-moi, littéralement, en japonais. Et non pas tu as skaté. T'as skaté. Non, effectivement, rien à voir avec la planche à roulettes qui fait des figures. Non, pas du tout. Nous voilà rassurés. Non, je vais vous parler de choses beaucoup plus flippantes que des planches à roulettes dans un skatepark sur vos trottoirs. Ça peut être très flippant. Tu vas parler d'ASMR, non ? Je vais parler de l'ASMR du fantôme. L'ASMR du fantôme avec Kairo, du coup, qui est sorti en 2001, réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Ne pas confondre avec Akira Kurosawa, par exemple. Ouais. Kairo, du coup, c'est un film qui est basé un peu sur le même principe que The Ring, sauf qu'à la place d'une vidéo maudite qui va hanter les personnes qui la visionnent, c'est un site internet, année 2000, 2001 oblige et début de la bulle internet. Ce site internet pousse les internautes qui le consultent au suicide, rien que ça.
Ouais. Sympa. Sympa le site internet, quoi. Donc, je pense que si vous allez consulter, par exemple, le site internet d'Éric Zemmour ou de Génération Identitaire, ça peut provoquer le même effet. Je ne sais pas, j'ai pas essayé personnellement, donc voilà. Je savais pas qu'ils utilisaient L'internet. Ouais, c'est tout nouveau pour eux aussi. Bon, je reviens à mon sujet. Kairo, c'est un des films d'horreur qui m'a le plus hanté. C'est un film que j'ai vu à peu près à la même période où je commençais à découvrir le cinéma de genre, dont le cinéma d'horreur, surtout le cinéma d'horreur avec It Follows par exemple. Wow. On n'en parlera jamais assez. Et The Strangers, que j'ai vu aussi un peu dans la même foulée que Kairo. Et Kairo, putain, qu'est-ce que c'est affreux. C'est glauque. Hein. Ouais. Donc là, on aborde le silence comme une ombre, une disparition, un fantôme qui plane du coup sur l'univers du film. Et en fait, du coup, cette disparition et ce fantôme s'accompagnent d'un silence, mais pas n'importe quel silence, mêlé à des petits chuchotements de personnes disparues, le fameux tasquete que vous avez entendu. On dirait en vrai. Ouais, vous avez peur. Hein. J'ai ça fait peur. J'ai hein. peur. Du Je coup, vois le silence, je vois le spectre. le silence traduit la disparition dans Kairo. Et c'est terrifiant, le design sonore du film est terrifiant. Vraiment, si vous l'écoutez au casque ou avec un bon système son, ça fout les chocottes. Moi, j'ai eu des frissons toutes les nuits après avoir visionné Kairo, quoi. Ah, toi, il t'a trop maté comme ça. Ouais, vraiment. C'est. Mais oui, t'avais l'air cette tout voix ému quand on en a parlé déjà la semaine dernière. Cette voix de fantôme me fout toujours des frissons et les poils qui se hérissent, quoi. C'est vraiment terrifiant. Mais donc, du coup, dans Kairo, le fantôme, c'est un souvenir flou qui se transforme au fur et à mesure en cauchemar à cause de la peur et de l'oubli. Donc, du coup, en fait, ce film parle de personnes qui sont recluses chez elles. C'est un vrai phénomène de société au Japon, ça s'appelle les hikikomori. Et du coup, ce sont des personnes qui, volontairement ou non, se mettent un peu, enfin même carrément au banc de la société, en s'isolant socialement et physiquement du monde extérieur chez elles. Et du coup tombe dans l'oubli complet de la société. Et du coup, le film aborde avec beaucoup de poésie, en tout cas je trouve, et beaucoup de subtilité ce phénomène de société au Japon, en l'anticipant vraiment beaucoup en plus, je trouve, parce que c'est un phénomène qui est apparu du coup dans les années 2000. C'est pas, à l'époque où le film est sorti, c'était pas encore décrit. Ouais, voilà, le mot hikikomori, je suis pas sûr qu'il existait même encore. Peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais en tout cas en 2001, au début de l'internet du coup et des technologies de communication J'aime bien modernes qu'on parce que connaît tu dis maintenant. l'internet. Bah, c'est comme ça qu'on dit. Du coup, le terme hikikomori était pas encore vraiment apparu et le film anticipe du coup l'exclusion sociale que vont subir plein de personnes à cause du coup de cette technologie qui est censée pallier justement à cet isolement en fait, quoi. D'où la petite scène avec comment elle s'appelle, Harué, où elle lui demande pourquoi il s'est abonné à Internet et elle lui dit c'est pour te. Pourquoi il s'est abonné à À l'époque on s'abonnait à Oui, Internet. tu prenais un petit forfait. Oui. Mais Thomas dit toujours toujours ça en 2023. Oui, moi je m'abonne. Hein. Il s'abonne tous les. Je me suis abonné. J'ai mon adresse Wanadoo. Je vois pas où est le problème. Non, mais elle lui demande pourquoi il a souscrit un abonnement, pourquoi il a Internet, et elle lui demande si c'est pour sociabiliser, pour avoir des relations sociales avec des gens, et il lui dit non, je sais pas trop et tout ça, et elle lui dit de toute façon tu sais, Internet ça permet pas, ouais. Mais isolé, c'est quoi. assez fou du coup que le film ait un degré d'anticipation sur les problèmes que vont apporter justement cette hyperconnexion à Internet, et du coup comment ça peut dans certains cas aggraver un isolement qui est déjà présent chez certaines personnes, quoi. Mais du coup c'est aussi un film du coup qui parle du coup de ces hikikomori et du coup qui les transforme en fantômes en fait, qui hantent le quotidien des personnes du coup qui les connaissent, pour qui ces personnes disparaissent en fait, quoi. Donc Internet les pousse au suicide, enfin pas vraiment Internet, mais c'est du coup ce site Internet les pousse au suicide. Et en fait, ces personnes qui n'existaient pas se mettent à exister par le biais de fantômes dans des univers familiers pour les personnes qui les côtoyaient. Et c'est ça qui est vraiment terrifiant, c'est la façon dont le vide et l'absence est personnifié par les fantômes dans le film. C'est pas des screamers ou des fantômes qui vont surgir comme ça, c'est très lent, c'est très planant, c'est très nostalgique, c'est plein d'éléments du quotidien. Très silencieux aussi. Très silencieux, et c'est plein d'éléments en fait qui se remplissent d'étrangeté au fur et à mesure. Des scènes ou des visions familières d'une cage d'escalier, d'un salon d'appartement, vont se remplir d'éléments étranges au fur et à mesure du film pour finalement laisser apparaître le fantôme de la personne disparue en fait, quoi. Donc si vous aimez
ces thèmes-là. Par exemple, la série The Leftovers. Je pense que vous aimerez la façon dont est traité ce sujet moi, j'ai beaucoup pensé dans à The Kairo. Leftovers, Ouais, carrément. Ouais. Vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que ça m'est venu aussi plein de fois. Ouais. Mais bon, en tout cas, bref, il n'y a rien à voir avec Phénomène, le film de Monsieur Shyamalan dont j'ai parlé récemment. Night, c'est pas si du tu nous tout. écoutes. Désolé Night, je sais que peut-être pas très sympa, mais bon, c'est pas du tout la même façon d'aborder le suicide, l'impact social que peut avoir le suicide. Et du coup, contrairement à dans Phénomène, Kairo parle de façon juste, subtile et nostalgique du suicide et du fantôme qui hante celles et ceux qui le côtoient, voire toute une société. Ouais, bah attends, Phénomène, c'est hyper subtil. Je veux dire, les plantes, elles poussent les gens à se suicider parce qu'ils abîment les plantes. Puis après, ils se jettent sous des tondeuses à gazon et ça fait splouche. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais voilà en tout cas pour Kairo, en tout cas. Allez regarder Kairo, faites-le au casque si vous pouvez, ou en tout cas dans le silence, parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, à moins que vous ayez vraiment peur d'avoir peur, pour le coup, je peux comprendre. Ou si tout ce qui est ASMR vous dérange vraiment profondément, ce film du coup va prendre une dimension beaucoup plus angoissante pour qui des personnes le travail du son va être un peu moins impactant et tout quoi, mais voilà. Et il y a aussi tout un travail des visuels sur les petits bandeaux rouges, mais peut-être que vous vouliez en parler. Le scotch, je sais pas. Ouais, le scotch rouge. Le petit scotch rouge, le gaffeur rouge, comme disent les techos. Ouais, bah en fait c'est les techos, qui c'est ça sur le tournage, un film sur les intermittents. Ouais. Les fantômes, les fantômes, personnes de l'ombre du cinéma. Ça suffit là. Déjà dans le dernier épisode, on clash les techniciens. Non, c'est pas bien. Même moi qui n'en fais pas partie, je suis choqué. Nous, on a le droit parce qu'on en fait partie. Ouais, vous avez le droit. C'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Léo. Moi, il y a plusieurs trucs que j'ai. Moi, j'avais à dire en t'écoutant. Moi, je suis d'accord avec toi. Kairo, c'est un film qui m'est pas bien du tout. On a beau voir pas mal de films d'horreur. Tout ça, Kairo, c'est pas non plus le film qui a les effets les plus forts. Non, néanmoins, il les réussit. Très sobre. Il les réussit très bien. Ouais. Et il y a des apparitions fantomatiques qui sont quand même franchement dérangeantes et franchement gênantes, qui mettent très très mal à l'aise, tout en silence. Et ça, c'est assez incroyable. Moi, la première fois que j'ai essayé de regarder le film, j'étais seul dans un appartement, j'ai pas été au bout. Je me suis arrêté à la première apparition fantomatique, j'ai fermé mon ordinateur, je lui ai dit, bon, c'est bien. Voilà, là, c'est bon, la dame, je l'ai vue. Voilà. Non, merci. J'ai compris, c'est bon, j'arrête. Et puis derrière le canapé là-bas qui te fait coucou comme ça. Et je l'ai rematé, donc, je dois le dire, pour la première fois complètement pour le podcast. Et j'ai pas très bien dormi. Et j'ai peur de me lever à un moment donné à la fin du film. Je voulais, pour la petite histoire, c'est pas très intéressant, mais je voulais aller faire pipi. J'ai eu du mal à me lever parce que j'avais un peu peur de croiser un fantôme en allant aux chiottes. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ça m'a réveillé des trucs, quoi. Enfin, vraiment, c'est un film qui m'a remué. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'au-delà des apparitions fantomatiques, hyper silencieuses, avec ces espèces de mouvements, limite de chorégraphie bizarroïde là qu'elles font quand elles arrivent, il y a aussi le fait de ne voir que des... C'est le Kamel Wally de... La ref à Kamel Wally. Ça y est, Lola, tu es vieille maintenant. Ah oui, ils l'ont pas mis dans la dernière Starac. Moi, je suis très déçu. Non, le fait de voir tout le temps, tu sais, ces espaces complètement vides, qui sont un peu des espaces du quotidien, mais que tu retrouves en permanence vides. Je ne sais pas si vous êtes familier de la notion d'espace liminal. Ouais, oui, non mais complètement. Ce film, c'est complètement les backrooms ou les trucs comme ça. Voilà, les espaces liminaux. Alors, je sais pas si ça se dit parce que c'est un terme anglo-saxon, donc espaces liminaux. C'est des espaces un petit peu qu'ont vu un petit peu leur popularité. C'est toute une imagerie qui a vu qui a eu une espèce de mode à un moment donné sur Internet, où en gros tu photographies des espaces du quotidien qui sont vides et qui donnent une impression d'être des endroits entre deux mondes. Ah oui, donc c'est tout à fait la définition de Kairo. Et donc je pense pas que le terme espace liminal ait été répandu au moment où Kairo est sorti, parce que le film est quand même relativement vieux, mais néanmoins il n'y a que ça dans le film. Le métro vide, les escaliers en colimaçon, les docks.
Les espaces industriels abandonnés aussi, t'as pas mal ça dans le film. Mais d'ailleurs, comment on fait pour vider une ville comme Tokyo en fait? Moi, je sais pas, c'est ce que je me suis demandé pendant 2 heures. Les plans de rues vides comme ça, c'est assez fou. Ouais. Comment c'est possible? Parce que c'est pas des effets spéciaux? Non, mais après, je pense que c'est un jeu de cadrage et puis il y a peu de décors différents en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, quand ils arrivent, plusieurs fois, il y a l'arrêt du bus qui est assez. Qui revient à chaque fois et c'est hyper spectral, quoi. Effectivement. Mais c'est y a quand même très intéressant là-dessus. Ouais, il y a quand même des plans de... Ouais, t'as raison, c'est peut-être un peu en dehors de la ville, mais moi, je suis jamais allée à Tokyo, mais à ce qui paraît, c'est une ville qui a pas de centre. Il y a plein qui est tellement étendue que... Voilà, et du coup, t'as un peu du monde partout. Mais il y a quand même des plans à l'extérieur où ils sont sur la route, notamment à la fin en voiture. Ouais. Quand il va dans le distributeur de Free Andy's de Free Andy's de Free Andy's. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent, parce que c'est les chouchous, je pensais. Non, je sais pas pourquoi, c'est pas de raison, j'ai été habitée par un fantôme marseillais d'un coup. Martigues, Lola de Martigues. Les Free Andy's. Free Andy's. C'est mieux avec l'accent du sud, ce mot, je suis désolée. Mais ouais, il y a personne, il n'y a pas une bagnole. Et même, je regardais dans les... Après, ça se retouche en post-prod, hein, j'imagine, mais dans les immeubles Le truc trop cheap où t'effaces tout le monde à la gomme, là, tu sais, sur Paint, pardon. Il y a ça sur Photoshop, hein, il y a la petite gomme. Mais dans les... Même en arrière-plan, qui est assez... Finalement, il y a beaucoup de profondeur de champ dans ce film. Donc, c'est... net, très loin derrière. On voit personne, vraiment. Donc, je sais pas comment c'est fait. J'étais assez déstabilisée par ça. Mais c'est vide, partout, quoi. Mais oui. On dirait qu'ils ont pris un décor, une ville décor. Mais c'est assez apocalyptique, en fait. C'est vraiment... pour moi, c'est un film de fin du monde. Mais clairement, tout le monde disparaît, bouffé par l'Internet. Ouais, par l'Internet. Par AOL. Non, et puis il y a aussi quand même, moi je trouve le décor de la fac là, l'espèce de pièce d'atelier avec des câbles partout là. Ouais, c'est trop beau ça. Ouais. C'est trop cool. Ouais, non, moi sur les décors, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu. Alors, ce qui est marrant, c'est que en vous écoutant, en t'écoutant Léo résumer le film, je l'ai mieux compris. Parce que je dois dire que moi, genre, je sais pas si c'est le fait de l'avoir regardé le matin. Elle l'a pas compris. Putain, mon courage le matin. J'ai pas trop compris. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais c'est pas grave, tu vois, parce que j'ai trouvé ça très, très beau, très glauque. C'est très nostalgique en plus. Je trouve. Tu te fais vraiment porter par le truc et à la fois t'es terrifié, à la fois le rythme lent et le silence, c'est très planant, quoi. Exactement. Mais je comprenais pas tout, mais bon, c'est pas grave. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, moi, c'est les décors, la mise en scène des appartements. Ah parce qu'ils sont très souvent seuls dans un appartement. Il y a un truc sur les textures, sur il y a souvent des vitres, des bâches, des rideaux, tu vois, qui coupent l'espace en deux, en fait, qui créent ce truc avec des apparitions, donc qui se passe de l'autre côté du rideau en plastique, qui est vraiment un des trucs qui me fait le plus peur. En fait, ça me dégoûte et ça T'as me fait peur des bâches. Ouais, j'aime vraiment ça pas fait ça. très Dexter. Je sais pas, c'est un truc qui me dérange là-dedans, mais bon, bref. Ça se colle tout seul à la peau en plus. C'est Psychose qui nous a foutu là-dedans, je pense. Peut-être. En tout cas, si vous voulez faire peur à Camille, quand vous l'invitez, vous mettez une toile cirée sur la table. C'est ça. Ça, c'est pas possible. Et vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était en plus très poétique, parce que quand ça revient plusieurs fois dans le film, évidemment, t'as envie de l'interpréter. Et moi, je trouve que c'est un film qui parle pas tant du suicide que En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça efface, je trouve, la frontière entre les vivants et les morts. Et en fait, les vivants, tu sais jamais s'ils sont vraiment vivants ou pas. Parce que même eux se posent la question aussi, parce que c'est dur à accepter. Et ils ont tous un moment de phase où en fait, ils ne parlent plus, ils marchent très étrangement. Enfin, comme quand ils marchent dans la ville toute vide et que du coup, le suicide les rattrape potentiellement comme ça. Tout à fait. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé hyper beau et très poétique, quoi. Et il y a toute une métaphore filée sur
sur l'écran d'ordinateur avec en fait c'est un écran de veille Windows avec des espèces Oui. de petites boules Oui, qui oui, se rentrent oui. dedans et tout. Et ils disent un truc qui est vachement beau, c'est ils disent si 2 points se rapprochent trop, ils disparaissent. Mais par contre, s'ils sont trop lointains, ils s'attirent irrémédiablement. Et je pense que pour Kurosawa, c'est beaucoup le lien entre les vivants et les morts. Il Ouais. faut pas qu'ils soient trop proches parce que sinon ça fait trop peur, c'est les fantômes et c'est l'horreur en fait. Et il faut pas non plus qu'ils soient trop loin parce que on peut pas oublier les morts, Oui, etc. on peut pas. Ah. Il faut que les deux mondes C'est puissent une- communiquer un peu. C'est une quand belle même. Ouais, interprétation, joli. là, Camille, c'est joli. C'est beau. Ouais. Laure Adler, bonsoir. On va Petite être- larme. Petite larme. ouais, c'est grâce à Camille qu'on va Non, percer. Moi, je vous le dis. Et toi, Lola, t'avais une interprétation qui était très cool aussi par Ah bon rapport à. Oui, t'en parlais juste Coup de avant. pression. Ouais. Non, t'en parlais juste avant sur un événement historique qui est arrivé au Japon. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, alors c'est pas mon interprétation, mais j'ai vu C'est ça. l'internet. Ah, on s'en doute. Hein. Bah oui, parce que moi, vous savez bien qu'au niveau de la réflexion, c'est On ne assez- cite pas nos sources. Non, mais j'ai vu. En fait, j'ai lu surtout plusieurs trucs très intéressants sur Kairo, qui raconte une histoire complètement décousue, mais qui est hyper riche en même temps, Oui. et qui parlerait possiblement d'Hiroshima en fait, de ce côté très dévitalisé. Alors c'est pas arrivé à Tokyo du coup, mais j'ai vu ça passer. J'ai pas tout compris. Je ferai pas de. Je suis une très mauvaise historienne, encore plus. Non, de toute l'histoire en fait. J'allais dire encore plus sur telle période, mais pas du tout sur à peu près tout. Oui, parce T'as que des c'est vrai que spécialités Louis sur, XVI t'es calé, quoi. par Oui, exemple. bah non, en fait, pas du tout. sur le Moyen-Âge pauvre. D'accord. Non, mais oui, j'ai vu passer ça pas mal de fois sur le côté fin du monde en fait, du Japon après les bombes atomiques et tout. Et bon, je sais pas ce qu'on en pense, je sais pas. C'est Moi, vrai je que les sais figures pas des moi-même ce que j'en fantômes, Bah, de pense. toute façon, c'est. Ouais, pardon, mais c'est impossible de pas. Je pense de pas. Ouais. Au moins y penser. Oui. Au moins, tu peux pas ne pas imaginer que ça soit pas passé par la tête de Kurosawa, qui est né, je crois, il est né dans les années 50 ou 60, lui. Enfin, 55. Ouais, voilà. Donc, il est né en 55. Donc, Heureusement que j'ai lu la bio Wikipédia avant, putain. Merci, l'internet. Mais que ça lui soit pas passé par la tête alors qu'il est né, lui, dans un monde qui s'est reconstruit après ça. Ouais, Tu ouais. vois, enfin, Mais je pense que pense ça les qu'il a y a marqués. aussi tout un truc sur le non-dit de la société japonaise, en Oui. fait, quoi. Enfin, c'est clairement ça aussi, en fait, quoi. Du coup, en fait, tout est tabou. Parler d'Hiroshima, j'imagine, et de la Seconde Guerre mondiale, j'imagine que c'est tabou. Parler du suicide et de l'isolement social, c'est tabou aussi. Et du coup, en fait, ce film est né de tabous, en fait, sociétaux. Ouais, je pense qu'il y a aussi de ça en dedans. Ouais, c'est possible. Moi, ce que moi personnellement j'avais noté sur Kairo, c'est que mais je n'avais rien noté. Non, si, j'avais noté. Moi, j'adore le passage. Je sais pas si vous vous en souvenez, où l'étudiant qui est avec, je sais pas si on a son prénom à lui, mais qui est avec l'autre étudiant, qui est un des personnages principaux. Voilà. Ouais. Il lui donne un peu une définition de ce qu'est un fantôme pour lui. Enfin, il lui dit, moi, je pense que les fantômes, là où ils sont, les esprits, enfin, il donne plusieurs noms, ils n'ont pas assez de place dans le monde dans lequel ils sont, et qu'à un moment donné, quand Dans ça la sature, bibliothèque. Ouais. là. ouais, dans la bibliothèque, Ils sont obligés de. ils sont obligés de déborder sur le nôtre. Ouais. Et là, ils débordent sur le nôtre via Internet, en fait. Et je trouvais ça assez joli. Je sais pas, j'ai bien aimé ce moment où. Et puis l'autre qui est complètement dans le déni, qui lui dit non, mais de toute façon, même moi, si je vois un fantôme, j'y croirais pas. Et qui se barre en lui limite en Et là, en le l'insultant. monde part. Oui, et puis en fait, finalement, à partir de ce moment-là, on se rend compte que Tokyo est vraiment vidé, qu'il y a une Ouais. espèce de. Parce que ça parle de contagion aussi. Il y a un, Oui, il y a un c'est- truc. ouais, en fait, complètement, ça ouais. parle d'énormément c'est de choses. une sorte de virus informatique, en ouais, fait. Quoi. c'est ça. Et toi, tu parles du personnage de Kawashima, Oui. Le jeune étudiant, là. qui refuse effectivement le. Et que Lui, même quand il a eu refuse- sa scène avec un fantôme, Voilà, il lui dit non. Il refuse Ah, c'est la peut-être mort. lui il le refuse point le plus éloigné Voilà. dont tu parlais tout à Oui. l'heure, par exemple. Quoi, sur, Lui, il Mais quand- refuse complètement, ouais. mais en fait, malgré ça, tu crois qu'il va échapper au phénomène, c'est-à-dire tu crois que Oui, mais non. le fait d'avoir rencontré un fantôme, lui, ça va le fait d'avoir cette espèce d'être entêté à ce point-là, ça va le sauver, protéger mais et non. le sauver, mais en fait non. Oui, parce qu'au Il moment finit où par l'accepter quand il rentre en contact Oui, c'est physique. ça. C'est ça. Quand avec il le dit, fantôme, il et suffit quand que il je se- t'attrape pour Ouais, que tu sois. Et il se rend compte que les fantômes, c'est pas des trucs au travers desquels tu passes, c'est une réalité tangible. Et à partir de ce moment-là,
C'est ce que le fantôme lui dit. Il lui dit je suis réel. Voilà. Mais Et moi, c'est terrifiant cette scène d'ailleurs. J'ai aussi l'impression qu'il y a aussi tout un discours sur les relations et l'absence de relations entre les êtres, tu vois. Ouais. Parce que il y a Avec une l'Internet. relation, exactement, il y a une relation qui commence un peu à se nouer entre Kawashima et Haruhi. Et en fait, parce que tous les deux décident de travailler sur le sujet, etc. Mais c'est pas du tout une relation qui débouche, tu vois, sur l'amitié ou même une relation amoureuse. Il n'y a c'est- pas ces maximum c'est- collègues. Quoi. Exactement, Ouais, ouais. ils sont juste côte à côte en fait. Et Ils se font un petit câlin quand même. ouais, mais moi je trouve que Ouais, la mais vraie c'est- relation qui c'est commence chaste, hein. enfin qui semble émerger, c'est vraiment à la fin Oui. entre Kawashima et Michi, Ouais. où là vraiment tu sens qu'il y a un truc. Enfin, je sais pas, c'est drôle parce que c'est pas dit. Mais moi, je l'ai ressenti assez fort parce que c'est les deux acteurs vivants en fait Ouais. de tout le casting, Par- tu vois, ouais. qui expriment des émotions, enfin qui expriment de la Ouais, bien colère sûr. ou de la déception, de la tristesse. Ouais. Et tu te dis tant mieux, ils se retrouvent. Peut-être qu'il va naître quelque chose de Ouais, et puis de finalement- vivant de ça, quoi. Et c'est Mais assez ouf finalement, parce que il n'y a les- pas grand-chose de vivant dans ce film. hein. Non, non. Ouais, ouais. Et c'est ouf parce que les problématiques ont assez peu évolué en fait Bien dans sûr. le cinéma japonais. C'est, Mm. je sais pas si c'est un peu triste ou je sais pas, mais bon, voilà quoi. Mais en tout cas, Ouais. moi j'étais vachement marquée par le fait que c'est une esthétique qui aujourd'hui irrigue tout, quoi. Ouais. L'esthétique du film, tu vois, avec beaucoup de bruit. Beaucoup de enfin, grains, ouais. Ouais, Ouais, il y a- ouais. enfin, Mais il est c'est- presque sépia. Hein. Oui, Par oui, moment, c'est clair. franchement, tu te dis, c'est tourné. Il est sépia en fait. C'est ce film. ça. Enfin, moi, Et puis il y a avec peu de couleurs en fait. ces architectures Il y a les petits scotch rouges. Il y a brutalistes. le seul ouais, truc, ouais, les le couleurs, gaffeur ouais. rouge. Ouais. C'est ça, et puis t'as les murs qui sont tous nus, enfin, Ouais. tout est... Et ça, c'est fou à quel point ça a irrigué l'esthétique jusqu'à maintenant, en fait. Bon, c'est la mode des années 2000, certes, mais là... Ouais, mais là, c'est quand même. Ouais. Ouais, et puis les fantômes font. Moi, il y a 2 apparitions, comme on disait avec Thomas au début, moi qui m'ont fait très peur. Oui, Mais- oui. Ouais. Où ils Celle- font une petite danse un Celle peu derrière le lente. canapé là, quand elle se. En fait, les 2 scènes à moitié de danse fantomatique, Ouais, ça fait très peur. Ouais, moi ça fait j'étais très en peur. mode. C'est très non. dérangeant, Bah ouais. non. Ouais, Bah, C'est vraiment la vallée d'étrange à Ouais. 100%. Il Ça, marche, il marche très, Je n'ai très pas du normalement, tout et envie. d'un seul coup, il y a Ouais, Le ouais. petit lap rupture, quoi. dance, là, non merci. Ouais, très peur, une espèce ouais. de rupture qui se fait, c'est très bizarre, effectivement. Ah ouais, non, c'est franchement. Et puis, moi, je trouve que c'est marrant parce que ce film, quand même, encore une fois, je trouve qu'il parle de fin du monde et à aucun moment, les personnages ont l'air préoccupés par ça. Non. Non. C'est Il y a pour ça que personne c'est pour qui ça que dit- c'est lancinant en fait. Mais quoi. oui. Ouais. C'est à chaque fois, le réal, il te perd dans son truc en mode qu'est-ce que tu dois ressentir, qu'est-ce que. Ouais, ouais. En fait, tu sais plus vers quoi tu dois te tourner, t'as Je plus pense rien. que tu sais même pas si c'est une mauvaise chose ou pas en Ouais, fait non, finalement. c'est quoi. bizarre. C'est Et comme la scène ça. où Michi, c'est Michi ou pas qui dit et elle parle de ses parents. Elle parle de ses parents, elle Oui. les appelle, ça Ah répond oui, pas. ouais, ouais. Et puis c'est- l'étudiant lui dit mais en fait ils ont pas survécu, c'est Ouais. ça. Enfin, t'es en mode, mais attends, mais ils sont et- morts Et là. en fait, enfin. la réaction est genre. Ouais, on s'en fout. Ouais. Il y a plus personne dans Tokyo. Tout le monde s'en fout. Ouais, non, c'est vrai que c'est ça qui est un peu étrange. C'est très très bizarre. Et glauque. Parce que moi, je me suis posé tout le film, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils sont pas tous morts? Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'avais Ouais. l'impression que c'était Parce que peut-être t'es un pas truc dans une espèce de purgatoire ou. Ouais, T'étais ouais. dans le nouveau Shyamalan. là. Ouais. Dans le futur. Je vais l'aider à l'écrire. Le twist de la fin. Appelez-moi, Hero 2. appelez-moi. Après, moi, je sais pas, j'ai compris qu'ils se suicidaient tous au fur et à mesure et que c'était l'extinction de l'humanité, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Parce que je sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai Non, mais- compris ça, moi. De toute façon, Ouais, y a- trop bizarre ce Ouais. Je film, pense qu'il y a trop pas bizarre. une- Bah, Oui. C'est très étrange. Ouais. Il y a pas. C'est Et puis même leur Et même travail, l'idée qui est à comprendre. leur profession, elles sont, enfin, il y a Ouais. 3 personnages qui sont quand même sur un toit, Dans dans une une serre. serre, En train à de caresser des plantes. rempoter des ouais. plantes. Alors mais- je dois le dire que enfin, je trop dois bizarre. le préciser, j'ai regardé au moins le début du film avec Diane et alors ça l'a perturbé énormément. Bah oui. Elle comprenait pas ce que qu'est-ce ces qu'ils gens font faisaient. Et puis juste à côté, t'as la Ah, salle c'est des informatique. fleuristes, Enfin, quoi. t'es- Oui. Pourquoi ces gens font des disquettes et Mais vendent j'ai des pas compris. et ils s'occupent de plantes. Quel est le En vrai, Mais en fait, je finalement, pense faut quand tu pas regardes chercher à- hyper loin. Quand tu regardes à Paris aujourd'hui, tu as énormément de gens j'allais dire d'ophtalmo, mais pas d'ophtalmo, de lunetiers. Il avait prévu les rooftops Voilà. avant l'heure. Non, mais les cafés-librairies. les cafés-librairies, les Ouais, puis opticiens qui vendent des plantes, Bah tu vois, oui, c'est il y en ça a existe. plein. Ouais. Ouais. Donc voilà, non, t'es dans le futur. T'es dans le futur. Turfu. Non, mais il faut voir ce film en tout cas. Ouais, vraiment. Kairo, le film du Turfu, ouais. Voilà. C'est vraiment Regardez très Kairo. bien. Mais il y a plein de choses à dire. Celui qui est dans le futur aussi, c'est Brice qui nous montre Brice. sa trotteuse. Mais sans faire de bruit, il faut le signaler. Il mime depuis tout à l'heure, Il c'est nous très montre sa gênant. trotteuse, ouais. Brice le mime qui nous montre sa trotteuse pour nous dire que le futur approche et qu'il faut passer au film suivant. Et donc on va passer au film d'après. C'est le film que Lola a choisi. Et Lola, c'est quoi ton film du coup ? Moi, c'est Sans un bruit.
Who are we? If we can't protect them, we have to protect them. Voilà l'extrait. Oui. Il se passe pas grand chose pendant mon extrait, je suis désolée. Non, mais il y a des bruits de bestioles. Il y a des bruits de bestioles. Et puis il y a surtout. Des chuchotements aussi. Il y a surtout, c'est l'extrait qui est assez intéressant, c'est le thème du film, c'est les parents qui ont peur pour leur progéniture, en fait. Qui on est si on ne peut pas les protéger, à quoi on sert, en fait, en parlant de leurs enfants. Donc, sans un bruit, Quiet Place, le titre québécois, Léo, ce serait quoi plus Bah, sans un bruit. Non, il y en a un autre. Un endroit silencieux. Oui, mais je crois que ça s'appelle comme ça, sans rigoler. C'est vrai Ou un endroit, coin tranquille. Un coin tranquille. Je crois que c'est ça. Le coin tranquille. C'est ça. La cabane à sucre. On salue tous les Québécois qui nous écoutent. Désolé, potentiellement. en vrai, on vous adore. Hein. Genre, vraiment, Ça, c'est vraiment le pire truc à dire, tu sais. Ah putain, En vrai, on vous aime bien. chier, ouais. C'est pas possible. Léo essuie la Je goutte de m'enfonce, sueur ouais. qu'il a au front. Bon, trop tard, on en a trop dit. Donc, un coin tranquille. Mais c'est vraiment le titre québécois, je suis désolée, les gars, mais c'est le coin titre que tranquille, vous ouais. avez choisi. Et moi, j'ai été 2 fois au Québec, donc c'est bon. Deuxième remarque. De John Krasinski, qui est sorti en 2018. Donc c'est avec 2 acteurs principaux, John Krasinski lui-même et sa tendre épouse, Emily Blunt, qu'on adore ici, à cette table. Enfin, moi, j'aime beaucoup Emily Blunt. Le diable s'habille en quoi? En Prada. Ouais, Et ouais. The Office aussi pour. Et The Office. Krasinski, ouais. C'est Jim, ouais. Ouais, bah, ça, j'ai pas vu, mais en tout cas, le diable s'habille en Prada, je l'ai vu. Un nom Ouais, à calculer. oui, ça, on sait, on s'en rappelle. Bah ouais, Enfin, moi, je m'en rappelle. Bah, c'est trop bien. Petit résumé de quoi ça parle. Le titre parle de lui-même, mais donc ça se passe en 2020 dans un monde post-apocalyptique où du coup la alors là ça va être très compliqué ce résumé. La quasi-totalité de l'humanité a été décimée. Une famille donc avec 3 enfants à la base tente de survivre tant bien que mal à des créatures à l'ouïe, je dirais surdéveloppées, je sais pas trop, on sait pas trop. À Louis Fine. À Louis Fine, voilà, c'est ça. Qui sont des créatures clairement qui arrivent, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, hein, qui défoncent tout le monde. Est-ce qu'elles ont un point faible ? Bah, elles sont aveugles. Du coup, ça permet quand même de faire certaines choses en silence. Et elles ont pas d'odorat non plus. Ah, ça, je savais pas. Bah, je pense, hein. Parce que. Tu veux dire que si tu fais un camembert Eh ben, rôti au miel... j'ai pas le l'impression spoiler. qu'elle t'attaque si tu fais pas de bruit. Enfin, bref, ça, c'est mon appréciation. Bref. Non, mais c'est. Ok, Dans ok. le 3, peut-être qu'ils feront un camembert rôti au miel et qu'on aura la réponse à cette question. French Edition. Quoi. Ouais, peut-être ça se passera en Normandie ou un truc comme ça. C'est très quiet, hein, la Normandie, cela dit. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça rentrait bien dans le thème du silence. Bah, Thomas en parlait déjà dans son intro, donc c'est bien d'en parler. Mais voilà, surtout parce que c'est un film qui littéralement fait pas de bruit et tu survis uniquement si t'es très silencieux. Voilà. Ah oui, petit point intéressant du film, sinon c'est vraiment pas marrant, c'est que la mère de famille jouée par Emily Blunt est sur le point d'accoucher. Et ils ont déjà des gosses en plus. Et oui, ils ont déjà des Qui gosses. sont bruyants parce que c'est des enfants, quoi. Ouais, mais t'imagines un nouveau-né, Ah ouais. c'est pire que tout. Mais quelle idée. Oui, Enfin, quelle idée, franchement, ouais. quelle idée. Ouais, mais est-ce que les... Bah, faisons un bébé alors que C'est- il faut pas que ça gueule. Ah, bah, Ah ouais, oui, mais il y a allez. peut-être plus de capote. Je sais pas, ça commence à 89 jours après le. Je sais pas pourquoi. Les condoms étaient usagés. Les condoms étaient usagés. Je répète, les condoms ont été usagés. Dans le coin tranquille. Moi, je trouve que c'est un super film. Je l'ai vu plusieurs fois. Alors, bon, on pourra dire ce qu'on veut sur le scénario. Voilà, c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps, mais moi, je trouve que il y a un rythme qui est incroyable et que c'est super bien fait, c'est hyper efficace. Et bon, là, en le voyant au bout de la 3e fois, j'avais un peu moins peur, mais la première fois que je l'ai vu, franchement, j'étais à bout de souffle. J'étais en mode putain, mais c'est pas possible. Voilà, et je chuchotais vraiment parce que du coup, vu que le film Oui. fait peu de bruit, Oui. t'es vraiment en mode. Pas jouer trop fort.
putain, merde. Ouais, c'est horrible. Putain, et voilà, donc John Krasinski joue le père de famille qui est très stylé. Donc voilà, c'est le réal, le co-scénariste. Et comme je disais, il en a profité pour faire jouer sa femme, Emily Blunt, qui est elle-même son épouse dans le film. C'est son 3e long métrage et son premier film d'horreur. Et moi, je trouve que... Il sort avec Emily Blunt. Ils sont mari et femme, ils ont des enfants. Voilà, couple à la ville. Voilà. Non, ils sont vraiment ensemble et du coup, je crois qu'il y a eu des facilités. Enfin, je suis sûre d'ailleurs, je les ai vus en interview, enfin pas directement, mais sur mon écran d'ordinateur. Tu veux dire qu'elle a eu un petit avantage au casting ? Non, je veux dire que c'était plus facile de jouer l'amour, les parents, l'amour pour les enfants. Mais elle a sans doute eu un avantage au casting aussi. Hein, mais... Les monstres découpeurs d'êtres humains. Mais elle est super, elle est super. Ah oui, non, elle est très, il aurait été bête de pas en profiter parce que elle est, je trouve, meilleure actrice que lui n'est acteur en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, elle a fait quelque part, elle a une plus grosse carrière en tant qu'actrice que lui. Oui, enfin, après, moi, je sais pas, visiblement, moi, j'ai pas vu The Office, mais il a joué là-dedans. Oui, c'est un personnage important quand même. Ouais. C'est vrai que c'est difficile, c'est perturbant de le voir ailleurs. Il est que peu dans crédible, tu veux dire ? Non, pas du tout, mais tu sais, c'est un peu l'effet Daniel Radcliffe avec Harry Potter, tu vois. Oui, je vois. C'est dur de le voir ailleurs, quoi. Ouais, je vois très bien. Ça colle à la peau comme personnage. Je vois très bien, même si je n'ai pas vu The Office. C'est rigolo. Mais voilà, hormis les créatures très très effrayantes qui viennent d'on ne sait où, parce qu'en fait le film ne parle pas de ça, hein, c'est juste des espèces d'extraterrestres, encore une fois à l'ouïe super fine, qui ont envahi la Terre. Ça après on le découvre dans le 2 un peu plus, mais pas vraiment. En fait, moi, j'ai regardé des interviews de John Krasinski qui disait qu'en fait, c'était surtout c'est bizarre, mais c'est une lettre d'amour à ses enfants, ce film. Voilà, où il leur explique que la parentalité, c'est pas facile, et que lui, en tout cas, en tant que parent, tous les parents ne sont pas égaux, mais que lui en fait, voilà, il présente ce à quoi il est prêt à faire pour ses enfants à travers ce film. Ouais. C'est son propos à lui. S'il se taise, c'est la condition sine qua non. Oui, voilà. Il faut que ce soit le roi du silence, parce que sinon... Jouez, mais vous faites pas de bruit. Mais peut-être qu'il est. Et là, comment je ça pourrais, s'appelle Les gens qui sont hypersensibles au bruit, là, ça a un nom. Bah, on en parlait dans un Peut-être qu'il a épisode. des acouphènes. Les misophones. Ouais, Les peut-être misophones. qu'il est misophone. Du Ceux coup. qui n'écoutent pas ce podcast parce qu'on fait des bruits de bouche et de souffle en permanence. Oui, Oui. Non, mais désolé, désolé. Vraiment, on essaye de faire des efforts. Moi, je m'entends respirer comme un buffle à chaque fois. Je suis désolé. Un vieux cheval asthmatique. C'est vraiment ça, le Shetland. Mais voilà, en tout cas, lui, voilà, c'est pas mon interprétation. C'est lui qui parle de la peur qu'il anime en tant que parent. Voilà, quant à la potentielle existence que ses enfants vont mener, quoi. Et donc lui, je pense que c'est un gros angoissé. Je sais pas trop, mais ça a l'air. Et puis, c'est justifié dans le film parce que le film commence 89 jours après l'invasion des aliens. Là. Enfin, je sais pas si c'est des aliens, mais c'est des bêtes un peu moches. Et ils perdent leur Benjamin. Donc ça, c'est pas... je vous spoil, mais ça arrive au bout de 5 minutes de film. Hein, donc c'est là-dessus qu'est basé le film. Le petit Benjamin. Et la première séquence est absolument géniale parce qu'il y a vraiment... il ne parle pas du tout. C'est vraiment le silence total. Et c'est il n'y a même pas de musique. Ouais. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Moi, je l'ai pas vu au ciné, mais du coup, mon système son était pas ouf et j'ai cru que j'avais vraiment pas de son en fait. J'étais en mode putain, mais c'est quoi ce bordel ? Il y a pas de. Mais non, c'est juste qu'effectivement, les premières minutes sont sourdes en fait, presque. C'est voilà, et du coup, pendant 1h30, t'as ce silence qui évolue au fur et à mesure du film, mais qui est quand même très lourd, très pesant et finalement très bruyant parce qu'il y a quand même une ambiance sonore qui est très présente. Et puis on les entend parler à des moments, je vous rassure, ils ont peu de dialogue, mais ils en ont un peu. Ouais. Vous l'avez entendu dans mon extrait. Mais voilà, moi je trouve que, encore une fois, c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps, mais il se distingue sur plein de points. Parce que déjà, je trouve qu'il fait vachement participer le spectateur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti la première fois que je l'ai vu. C'est vrai que t'as pas envie de faire de bruit, toi non plus. Mais oui, quoi. En fait, t'es pris avec. Mais en vrai, tu sais ce qui va se passer. Il y a pas de surprise, il y a pas de twist. Mais t'es quand même vachement. T'es dans cette maison au milieu de la campagne avec eux là, et tu te dis putain.
vas-y quoi, cours sur le sable et surtout ne dépasse pas dans le champ de maïs parce que ça fait un peu de bruit quoi. Et bon, malheureusement, parfois ils font du bruit. Mais voilà, donc le silence dans ce film a vraiment un rôle à part entière. Enfin, ouais, c'est. Bah, c'est le. Ouais. Enfin, c'est le silence un peu comme High Concept, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un film qui est basé sur le principe. Moi, j'ai pris le thème très premier degré, je sais pas. Voilà, c'est un film hyper premier degré. Voilà, et c'est Louis du personnage de la fille qui est sourde. Oui, la fille. C'est grâce à son appareillage qu'elle triomphe. Qu'elle triomphe des monstres. Enfin, il y a tout un truc un peu très premier degré autour du thème du silence. Donc, oui, il fallait bien. Voilà, non, mais c'est intéressant d'en parler parce que je trouve que moi, je trouve que c'est une réussite du high concept. C'est-à-dire que j'aime pas trop dans les films en général. Enfin, c'est rare que j'aime bien les films high concept comme ça ou qui utilisent vraiment un thème qui respecte à la lettre. Et voilà. Alors, on a beaucoup ça avec le voyage temporel. C'est un truc qui est très à la mode dans le cinéma. Moi, il y a un film sur deux basé sur ce principe-là que je trouve raté, mais il y a le film de Duncan Jones que j'aime bien, Source Code, avec Jake Gyllenhaal. Mais bon, bref, c'est un autre film. Tu peux expliquer le high concept pour par exemple, nos parents, tu vois, qui ne sauront pas de quoi tu parles. En tout cas, le fait d'utiliser comme ça une espèce de trope scénaristique, une espèce d'archétype de scénario, quoi, où tu dis moi mon film ça va être un film sur le silence, et du coup le principe c'est que personne ne va faire de bruit parce que si tu fais du bruit tu meurs, tu vois. Il n'y a pas plus premier degré comme approche d'un thème, et d'en faire un film c'est parfois casse-gueule en fait, et là c'est vrai que tu peux avoir vite rien à dire, plus rien à dire, c'est le cas de le dire. Là je trouve que le film le réussit assez bien dans ses effets. Le film fait peur, le film fait frissonner, le film te tient en haleine, en suspense. Et d'ailleurs, le truc que je racontais dans l'anecdote, c'est pas dans l'anecdote. L'anecdote que je racontais dans l'introduction, c'est pas un truc inventé. C'était, je pense qu'il y a vraiment un type qui s'est senti gêné du silence imposé par le film et qui a décidé d'éventrer un caddie entier de chips, quoi. Parce que j'avais jamais entendu un type faire autant de bruit pendant une séance de cinéma. Donc je me suis dit, c'est pas le gars, il était gêné, quoi, tu vois, à un moment. Et d'ailleurs, s'il nous écoute, je suis désolé. On t'en veut pas trop. On t'en veut pas, mais bon, restons modestes. Peu de gens nous écoutent. Que des gens importants. Que des gens, exactement. Ici, il y a énormément de gens. Il y a Night Shyamalan. Oui. Merde, désolé. Non, mais voilà. Donc moi, je trouve le film assez réussi, mais je crois que Camille, je crois pas, je le sais puisqu'elle me l'a dit tout à l'heure avant qu'on commence, t'avais un avis assez intéressant sur le film, notamment sur sa comparaison avec d'autres trucs qui sont sortis plus récemment. J'ai envie de dire comme d'habitude. Oui. Ouais, là je la vois, elle m'a lancé son regard en mode en levant les yeux au ciel. Ouais. Qu'est-ce que t'as choisi comme film? non, pas du tout. Mais moi j'ai trouvé que c'était un film où effectivement on prend beaucoup de plaisir en tant que spectateur, genre parce que justement le fait du silence, en fait il joue à ça. Enfin, tu sais, c'est un peu comme les jeux de télé-réalité où tu devais te torturer. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça. Non. Tu devais se torturer dans une librairie, dans une bibliothèque où tu devais pas faire de bruit. Waouh, non, j'ai pas vu. Notamment au Japon, mais qu'est-ce que tu ça. Pourtant, j'ai vu des daubes, mais ça, je suis assez curieux. Il se tape sur les doigts, mais juste, il faut pas avoir de cris parce que sinon, tu te fais engueuler. Enfin bref. Attends, mais c'est quoi? Ça existe. Non, ça existe. On dirait Jackass, quoi. Ton truc. Bah oui, un peu. Bon, bref. Vous retrouverez toutes les références pour vous en parler plus tard, mais on vous les mettra dans le descriptif. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tu te dis, non, mais là, il y a un truc qui, évidemment, elle va se faire mal. Elle se fait mal, mais il faut pas crier, quoi. Et donc ça, c'est un truc assez stimulant, je trouve. Oui, ce que je disais tout à l'heure en off, c'est qu'effectivement, moi, j'ai vu ce film pour le podcast, et pendant tout le film, j'ai pensé beaucoup à Last of Us, en fait, parce qu'il y a des ressemblances, tu vois, sur la fin du monde et comment est-ce que il y a la survivance des rapports parents-enfants, etc. Et malheureusement, je trouve que Last of Us a un peu ringardisé le film, du coup, parce que sur les rapports père-fille, notamment, c'est plus. Enfin, moi, je trouve ça plus fort. Ouais, parce qu'il y a Pedro Pascal aussi. Tu vois, peut-être que ça fait partie de. On y revient. Mais tu vois, c'est un peu ça. Après, je dois dire que même les acteurs enfants sont bien.
Ouais. Et il faut signaler quand même, parce que c'est assez rare, que la jeune fille qui joue Regan, donc l'aînée qui est donc sourde, en fait est vraiment une actrice sourde. Ah, ça, je savais pas. Ah ouais, je savais pas non plus. Et c'est elle qui leur a appris Le langage des le signes. langage des signes, Ok. etc. Donc ça, c'est... Oui, parce que c'est tu parles en plutôt langage des un- signes. un J'ai oublié de engagement préciser chouette. aussi. Voilà, mon avis sur celui. Bah oui, non mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi quand je l'ai vu la première fois au cinéma, je me suis dit c'est marrant, c'est un film qui est un peu comme le jeu vidéo The Last of Us. Donc effectivement, je comprends qu'il puisse pâtir de la comparaison. Et puis il traite un petit peu, il y a les mêmes thématiques qui sont derrière, quoi, qui sont larvées dans le film. Et puis dans The Last of Us, quand on a joué au jeu, on le sait peut-être encore mieux que quand on a vu la série, mais il y a tout un enjeu autour du silence avec ces fameux Les claqueurs, clickers. les Ouais, claqueurs, oui, qui sont ou aveugles. voilà, qui sont aveugles mais qui entendent tout. Oui. Donc effectivement, ouais, je comprends qu'on puisse trouver que le film a été un peu balayé par The Last of Us. Après, moi, je suis pas. Enfin, après, c'est une question de. Moi, j'ai apprécié assez peu The Last of Us pour le coup. Hein. Ah ouais. Ouais. Déjà, il a oublié l'épisode, mais en plus, on vous en parlera plus tard. Non, mais tu vois, je trouve que A Quiet Place, putain, mon accent anglais. Un coin tranquille. Ouais, A Quiet Place. Le coup de place. Moi, sur les relations interhumaines, en fait, je trouve que le discours de Sans un bruit est beaucoup plus joli que celui de The Last of Us. Et beaucoup moins l'homme est un loup pour l'homme, oh là là, tout le monde est horrible et tout, tu vois. En fait, moi, je préfère un discours qui va être plus axé sur l'optimisme et du coup, un joli discours ou un joli message à ses enfants potentiellement, que The Last of Us qui va considérer que potentiellement l'être humain est full pourri et tout naze et Oui, va parce que c'est forcément vrai que dans- s'autodétruire, tu vois. Enfin, C'est vrai que dans Sans un bruit, il n'y a pas d'autres humains que les humains de la famille. non, ouais. Il n'y a pas de on en croise confrontation avec... Dans le 2 Ouais. après. Mais... Dans le 2, dans le oui. 2, on en... Oui, Dans on le en croise un, un dans le 1. ouais. Dans le 2, il y a aussi des sacrifices. Oui. Oui, Il y a aussi de la beauté, il y a aussi des gestes de compassion et d'empathie. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé dans The Last of Us, par exemple. C'est vrai que dans Sans un bruit, effectivement, dans le 1 et dans le 2, l'humain n'est pas l'ennemi. Ouais. Enfin, Voilà. pas vraiment. Oui, mais c'est... Contrairement à beaucoup de films et de séries De post-apo, apocalyptiques. Ouais, Oui, voilà, ouais. c'est ça. Mais c'est surtout que t'as l'impression qu'ils se posent pas trop la question en fait. Mm. Là, tu vois, Oui, c'est c'est vrai. là où c'est peut-être un peu plus C'est vrai, cliché. c'est vrai, Enfin, c'est vrai. C'est qu'ils sont un peu unidimensionnels les personnages. Enfin, tu vois, tu me diras, elle est occupée à accoucher sans un bruit. Donc déjà, je comprends C'est qu'elle déjà soit. beaucoup, ouais. Déjà, c'est Dans un relou, il n'y a pas la empêchement. péridurale et tout. Non, c'est... Après, tu vois, The Cette Last scène of Us, d'accouchement. je trouve que c'est assez unidimensionnel aussi dans la critique de la pensée humaine. Moi, je trouve que c'est assez neuneux là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le message de l'œuvre, même si je trouve que l'univers est vraiment tip-top et que, en termes d'immersion, le jeu est génial. Moi, j'aime N'hésitez pas à trop ce point de vue-là. insulter, Léo. Oui, Insultez-moi, l'épisode s'il vous de plaît. la Discord. N'hésitez pas. Voilà, je sais pas. Je suis en Là, désentente avec la morale de The Last of Us et ça m'a toujours dérangé. Et du coup, je pense que je préfère la morale présentée par Sans un bruit. Bah, tu vois, je te le disais, Camille, il y a des haters de The Last of Us. Je te le disais. Bah Eh oui, ben, oui, en non, voilà. j'en découvre. c'est fait chouette. partie. Non, mais Mon Dieu. on comprend ton point de vue, Léo. Non. Dernière chose par rapport au film, petite critique, je trouve que c'est un peu dommage aussi l'utilisation de la musique additionnelle dans le film. Ouais. Je trouve qu'il y en a trop. C'est en fait. l'effet Enfin, Gravity, je trouve. Ouais, Ah, tu trouves Je trouve qu'il y a des moments où vraiment c'est pas nécessaire. Tu vois. En plus, tu sais, c'est des musiques qu'on a déjà entendues 30 fois. Mm. Mm. Ouais, mais et parle-en de la bon. musique, parce que je peux te dire que ton film, j'ai des trucs à dire sur Ouais. la musique aussi. mais vas-y. Ça va être règlement de compte à OK Choral, Mm. cet épisode. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais on a déjà bien parlé de Quiet Place quand même. Yes. Bah oui. C'est quand même, c'est un film qui est quand même Mais c'est très efficace, moi je suis d'accord. relativement là-dessus. efficace Ouais, et ouais. qui se regarde plutôt Très bien. Et, En fait, moi j'aime bien le côté aussi sans prétention des films et je trouve qu'il n'y a pas de prétention à renouveler un genre ou à Oui. faire quelque chose d'absolument incroyable. Genre, c'est honnête comme film. Mm, mm. C'est un Oui, film parce honnête. que d'ailleurs, le réal, il est fan de Spielberg et des Dents de la Mer et Bah, ça tout. se sent, Et, ouais. et il Ouais. a dit, des bon, Simpsons voilà. et de Daft Punk et il adore voyager. Oui, bah, d'accord, merci. C'est un vrai Ouais. baroudeur. Il croque la vie, quoi. Bon, D'accord. bah, non, mais... Gros kiffeur. Écoute, John Krasinski, j'ai essayé de te faire honneur, mais ça n'a pas marché.
Bon, allez, désolé. Non, mais ça m'a agacé. On a le droit d'aimer les dents de la mer sans être un gros cliché. Ouais. Je l'ai pas vu. Ok. Je dois vous le dire. On va continuer du côté de la beauté pour faire plaisir à Léo avec le film suivant qui est le mien. Don't Breathe, La Maison des Ténèbres. You can't do this to me. There's nothing a man cannot do once he accepts the fact that there is no God. No! No, 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 no! 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 You're strong. You're young. You'll breathe well. No! Get away from me! No! Extrait infâme. Non. Oh God. Extrait infâme pour illustrer probablement la scène la plus immonde Elle est atroce. du cinéma moderne et de ce film qui est Don't Breathe de Fede Alvarez, film sorti en 2016, donc deuxième long métrage de Fede Alvarez, réalisateur uruguayen, qui avait quelques années avant fait le fameux remake d'Evil Dead de Sam Raimi. Et quel remake. Ouais, quel remake qui était très très bon. Et d'ailleurs, il retrouve au casting Jen Levy dans le rôle de Rocky, qui jouait Mia donc dans Evil Dead. Dans le rôle du père de l'aveugle et avec la voix caverneuse que vous avez entendue, c'est Steve Lang, donc, qui est un second rôle récurrent du cinéma des années 80, 90, et puis après dans les années 2000, on l'a quand même bien connu. C'est lui le méchant McQuaid dans Avatar. Oui. Le général. Mais oui, bien sûr. militaire, là, ouais. Bien sûr. Et dans le rôle de Alex, on retrouve Dylan Minette. Qui Ne est rigole pas, moi j'adore ce mot. qui est l'acteur de 13 raisons pourquoi, 13 Reasons Why, série que je hais. Et voilà, ça tire à balles réelles. Ce soir-là, on lâche tout. On quoi. lâche tout. Moi j'adore cette série. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Il y a aussi Daniel Zovato. Ouais, Daniel Zovato, effectivement, qu'on avait vu dans un film qu'on aime bien, dans It Follows. C'est lui qui jouait le beau gosse. Celui qui a filé la maladie, quoi. Ouais. À l'arrière de sa Non, Dacia. c'est pas celui qui a filé la maladie. Non. Ah, c'est pas le le mec beau dans gosse la du Dacia. quartier. Non, c'est le beau gosse du T-Car qui a les le cheveux. mec ténébreux, là. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, qui finit dans une scène horrible avec sa maman, là. Et il donne un peu la maladie aussi. Hein. Oui, Mais oui, bon, c'est vrai. Alors, Don't Breathe, donc ça, pour résumer rapidement l'histoire. Ne respire pas. ne respire pas. La Maison des Ténèbres. Donc met en scène Rocky, Alex et Moni, une espèce de petit trio de cambrioleurs du dimanche, quoi, qui comment dire, qui vont Les voler cambrioleurs du dimanche. Un qui- nouveau podcast. c'est notre podcast, C'est le spin-off, c'est le spin-off. Les cambrioleurs du dimanche. Non, ils volent des MacBook Air et des bijoux dans des lotissements pour un jour espérer pouvoir se barrer de Détroit. On y revient, parce que le film mais se oui, passe à mais Détroit. Détroit, quoi. Voilà. En fait, c'est un Ouais. fil rouge, tu vois. Ah oui, mais Pas bien besoin de faire sûr, le thème. bien C'est sûr, le pas fil besoin. rouge. C'est le fil rouge de la saison. Et donc, ils essayent, eux, leur objectif, c'est de se barrer de Détroit, et plus particulièrement, c'est l'objectif du personnage de Rocky, qui est une jeune femme qui vit dans des conditions sociales qui sont particulièrement défavorables, avec sa mère maltraitante et sa petite sœur maltraitée. Et donc elle est plus ou moins dans une relation amoureuse dont on comprend qu'elle est probablement pas très très intense avec le personnage de Moni, qui lui est un petit peu le gangsta. Et donc Boomer alerte. ouais, bon. Et donc tous les trois, ils font des casses. Et un jour, Moni, qui est toujours plus avide d'argent facile, voit que dans leur voisinage, il y a un vétérinaire vétéran. Un Non. vétérinaire. Il est pas vétérinaire. Il n'est pas vétérinaire? Non, il est vétéran de guerre, je crois. Ah ouais, moi je croyais qu'il était.
Je croyais qu'il War était veto. veteran. Je croyais qu'il était veto et d'ailleurs je trouvais que ça avait du sens avec la pipette là. Ah bah peut-être, mais Peut-être qu'il est J'ai veto, peut-être- alors, je j'ai sais peut-être pas. rien compris, mais en tout cas il est vétéran. il est peut-être juste vet. De vétéran de guerre à vétérinaire, il n'y a qu'un plat. Attends, on va vétérinaire, vétéran. Ouais. Pourtant j'ai vu le film 3 fois, la honte. Non, mais t'as peut-être raison. Non, ouais, mais je oui, me oui, souviens peut-être. plus, Mais ben, c'est peut-être moi, je me suis dit, putain, c'est le mec qui est forcément veto puisqu'il insémine des gens dans sa cave. Bah, c'est ce que tous les vétos font. Bah oui. Non, en tout cas, il est vétéran et il est vétéran de l'Afghanistan et donc aveugle et donc une cible facile pour nos 3 personnages qui se disent bah chic, on va pouvoir aller se faire de l'argent facile. oui, parce qu'il a touché une assurance vie. Et donc, Exactement. il a plein de thunes. Il a touché de l'assurance vie puisque sa fille a été renversée par une automobiliste qui... Dans le film Crash d'ailleurs. Il y a un pont entre les 2 films. C'est la suite de Crash. Crash 4. Non, il y avait Crash 1, Crash 2, Crash Origin, et donc là, c'est Crash 3. Crash Bandicoot. Et donc, non, et donc, en fait, oui, il a touché une espèce d'assurance parce que sa fille a été renversée par une automobiliste qui a disparu dans des circonstances un peu énigmatiques. Et donc, eux vont essayer d'aller, nos 3 personnages, Rocky, Alex et Moni, vont essayer d'aller voler cet argent. Et ce qui paraissait être un casse relativement simple se transforme en chasse à l'homme, quoi, enfin en espèce de home invasion inversé. Film qui, je dois dire, par son suspense, coupe le souffle quand même à plusieurs reprises et qui est articulé autour du concept de ne pas faire de bruit, puisque le personnage du vet, du vétérinaire Il est pas vétéran, vétérinaire. et ben pour moi, il sera vétérinaire. Mais où est-ce que t'as vu ça? Parce que je suis à Je mon sais pas. 12e résumé. Il En y a fait, pas je pense de que j'ai vétérinaire. vu vet et je me suis Vétéran, dit et c'est tu- vétéran et il était is a vet from Afghanistan et je me suis dit c'est un vétérinaire. Pendant la guerre d'Afghanistan. Je sais pas. Ils ont mis la lumière sur un corps de métier de l'armée qui n'était pas vraiment représenté. Ils se sont dit, allez, on y va. Allez. Non mais tu vois, après je me suis dit ça fait sens parce que Oui, voilà. oui. Bon, mais bref, mea culpa, il est probablement juste vétéran avant d'être vétérinaire. Et donc Parce qu'il a un chien qui traite bien. et oui, manifestement. il a un super beau dogo, chien. ouais. Ouais. Et je sais plus où j'en étais, mais je disais que du coup ils allaient se retrouver donc eux qui se positionnaient comme les chasseurs, les voleurs, allaient se retrouver les chasser en fait et les proies de ce L'arroseur arrosé. Ouais. bon ça va et donc ce type qui paraît être une victime facile puisqu'aveugle, vieux, tout ça en fait s'avère être un prédateur assez redoutable quoi. Et alors ce que moi je trouve assez intéressant dans le film, au-delà de l'efficacité de la mise en scène, mais bon on connaissait Fede Alvarez avec son remake d'Evil Dead qui était quand même pas un truc simple à faire parce que remake Evil Dead c'est quand même une sacrée lourde tâche, tâche. Et il avait réussi à faire quelque chose d'à la fois visuel, d'inventif, d'angoissant, alors que le film original l'était pas forcément. Il avait réussi vraiment à apporter quelque chose de nouveau à la saga Evil Dead, ce qui n'est pas le cas du dernier film qui est sorti, qui est Une bouse. une infâme bouse, à mon sens. Et donc, c'est un réalisateur de l'efficacité. Ouais. Encore une fois, je suis désolé parce que c'est un peu souvent ça que je choisis, mais il y a une espèce je m'en rends bien compte avec l'épisode précédent. Mais en tout cas, je trouve ça... avec l'épisode sur les personnes âgées avec Ty West, c'était déjà des réalisateurs de l'efficacité, Des bourrinos. Une manière de le dire un peu plus direct, ce sont des bourrins. Et donc Fede Alvarez, je pense que c'est un bourrin, mais c'est un bourrin qui connaît bien le cinéma, qui connaît bien la mise en scène et qui arrive à faire un film de home invasion où encore une fois il nous situe tout de suite la maison, on comprend très rapidement comment elle est faite, où sont situés les personnages les uns par rapport aux autres, on comprend très vite les enjeux entre les différents personnages. Il y a quelque chose de très très efficace dans la mise en scène qui fait que très vite on rentre dans le film et très vite on est dans le suspense et donc on peut explorer plein de mises en situation dans la maison. Et moi le truc que je trouve particulièrement dingue dans ce film, c'est que le personnage handicapé du vétéran aveugle, du vétéran vétérinaire aveugle, joué par Stephen Lang, ou Stephen Lang peut-être, on lui retire quelque chose, on lui retire un sens, et en fait on a l'impression qu'on lui ajoute un super pouvoir. C'est Daredevil. Parce que en fait, le C'est type, tu as l'impression que quand il a un pistolet entre les mains, le mec devient
invincible, quoi. Tu vois, genre, t'as l'impression qu'il vise mieux qu'un type qui voit, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, je pense que c'est le cas, d'ailleurs. Ouais. Et donc, voilà, il y a très vite ce truc de danger auquel sont confrontés les personnages et auquel nous, en tant que spectateurs, on est confrontés et que je trouve particulièrement efficace, qui fait qu'on est tenu pendant les un peu plus d'1h30 de film, on est complètement tenu en haleine. Alors, il y a une scène absolument infâme que vous avez entendue... à la fin qui est pas à la fin en fait, qui est au milieu du film, où on comprend ce qui est dans le sous-sol là. Ouais, voilà, dans le sous-sol, où on comprend toujours dans les caves. On comprend ce qui est devenu la fille qui a renversé sa fille à lui, et on comprend que finalement en fait il l'a gardée captive. C'est un spoil. Qu'il l'a gardée captive et qu'il l'a inséminée pour qu'elle lui redonne un enfant. Et comme ce personnage normal on fait tous ça. se fait tuer dans le film, il décide de faire la même chose avec le personnage féminin qu'on suit, le personnage de Rocky, et donc ça donne lieu à une scène particulièrement difficile à regarder et insoutenable. Dégueulasse. Voilà, j'avais choisi de la mettre en extrait parce que la bande-annonce du film est pas très bien, et que c'était pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez être confronté en le regardant. Voilà, moi c'est un film que j'aime bien regarder. Je dirais pas qu'il est parfait, il a plein de défauts, notamment cette thématique un peu bizarre, et cette scène un peu bizarre d'insémination, mais c'est quand même un film qui est particulièrement efficace, qui tient en haleine, dans lequel il y a un suspense qui est, je trouve, assez insoutenable, et surtout qui est particulièrement inventif en termes de mise en scène, où on est surpris un peu en permanence, et moi je trouve ça chouette. Et je le disais aussi avant, ce que j'aime bien, et après j'arrête de parler parce que j'ai déjà trop parlé, c'est que il arrive, Fede Alvarez, ce que je trouve assez chouette, c'est que dans sa palette, c'est un type qui arrive à faire des scènes d'action au sein de ses films d'horreur, et des scènes d'action qui sont particulièrement réussies et particulièrement efficaces. Ouais. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du film. Vous pouvez y aller, vous pouvez le dézinguer, ça me gêne pas particulièrement. Moi, je l'aime bien, mais moi j'ai bien aimé le côté triple revirement d'antagoniste un peu, quoi. Donc t'es au début du film, tu suis du coup les petits malfrats de Détroit qui sont assez insupportables. On va pas se le cacher au début, en fait, quoi. Ils sont chiants, en fait, quoi. Le personnage d'Alex est tout de suite le personnage du bien, mais moi, comme je l'aimais pas à cause de 13 raisons pourquoi. Voilà. Mais après il y a un côté touchant, comme tu disais, on te donne un peu de contexte social, du coup tu comprends pourquoi ils font ça et tout, mais bon, ça fait un peu du coup premier retournement de situation où en fait le vétéran victime handicapé se retourne et se défend, et en fait très vite tu comprends que c'est un psychopathe absolu, et du coup là tu reviens du côté des trois cambrioleurs que tu vas suivre après. Bien fait, ouais. Et puis oui, c'est très efficace, en vrai, la mise en scène est bien pensée, quoi. Oui, puis on en a pour notre argent, parce que moi je me souviens de l'avoir vu au cinéma, et effectivement dans la salle t'as une espèce de tu vois, parce que y a justement sur la question du silence, et parce que évidemment il faut pas faire trop de bruit, mais en même temps il a piégé absolument toute sa baraque pour l'avertir, tu vois, des choses, et donc t'es là, mais c'est l'enfer en fait, c'est un cache-cache, mais dans un espace que tu connais pas, c'est lui le maître du jeu après. Exactement. Et c'est assez jubilatoire, parce que du coup il y a des scènes, notamment il y a un moment donné où lui décide d'éteindre la lumière, parce qu'en fait il en a pas grand chose à foutre, lui, de la lumière, sauf que les autres en fait c'est ça qui est cool, c'est que la scène elle est pas filmée comme d'habitude, tu sais, avec du noir et du vert. Là c'est du gris. Oui, c'est pas format genre en mode on a activé le switch nocturne sur la caméra. Ça, exactement, c'est que du gris, donc c'est hyper joli et tout, et puis t'es vraiment stressé, et tout puis ça. Lui il court comme un ouf, t'as l'impression que ça devient un super héros quand il fait noir, quoi. Et c'est exactement le même mécanisme quand nous on rentre sous ou pas sous chez soi, et qu'on connaît l'espace dans lequel on vit, quand on rentre sous, et qu'on se prend pas les pieds, parce qu'on sait exactement où est la table basse pour pas se... Bon bref. Et tu te dis, on s'en l'habitué. Je ne suis pas sous. Et là tu te dis, waouh, je suis pas tombé. Bon, bref, j'ai eu le même sentiment. Et il faut savoir par exemple que cette scène, ils l'ont tournée en fait en pleine lumière, et ils ont collé à tous les acteurs des lentilles qui leur occultaient complètement la vue. Et ce qui fait comme que les trucs chez l'ophtalmo pour te dilater là, les fonds de l'œil, quoi. Exactement. Donc ils sont vraiment dans une situation, tu vois, de perte de l'espace et tout ça. Et il y a vraiment un engagement des acteurs qui est assez ouf, quoi.
Donc Probablement j'aime bien. un réalisateur un petit peu... Un peu sadique. Oui. Un peu sadique. Oui, je tiens à signaler que Jane Levy, elle a décidé de pas faire le deuxième pour apparemment parce que c'est un tyran quoi. Parce Oui, que parce Fédé, bof. Quoi. bah, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit Fredo. que sa façon d'envisager un tournage, c'est un tourment, c'est plein de tourments psychologiques. Ah, super. Donc voilà, voilà, chacun son truc. Excellent. Voilà. Et c'est vrai que c'est un film qui, tu vois, à chaque fois que tu crois que c'est fini, en fait non, il y a un truc qui fait que ça revient. Ouais. Et donc c'est pas fatigant, c'est plutôt. Mais c'est très intelligent en excitant, plus, quoi. tu t'attends jamais vraiment. Les réactions sont plausibles et t'as pas ce truc là où tu dis mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait ça Non, un peu typique des films de Home Invasion ou de Maison hantée assez basique quoi. Ouais. C'est Et en surprenant. plus, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est le fait que ça se passe à Détroit et le fait que tout autour de la maison, en fait, il y a plus personne. Tous les gens sont partis, toutes les maisons sont vides, donc il y a vraiment le truc du cauchemar total de. En fait, t'auras beau hurler ou être silencieux, de toute façon, personne ne t'entendra. Ouais. Bah moi, c'est J'adore vraiment ce ça film. qui me terrifie dans ce film. Enfin, Ouais. je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que je suis globalement d'accord. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très efficace, qui a des défauts, mais moi qui me plaît, en tout cas dans son entièreté. Mais oui, moi, comme tu disais, le fait que ça se passe à Détroit, en fait, moi, s'il y a bien un truc qui me fait peur dans ce genre de film-là, en mode home invasion inversé et tout, c'est ce truc déjà de huis clos, truc dont tu ne peux pas sortir et tout. Et même quand tu arrives à en sortir, en fait, t'es quand même perdu. Ouais, tout à fait. Parce que y a personne qui va venir t'aider et qu'on va forcément te rattraper et c'est voilà, et ça me rappelle un peu Barbarian, tu vois, sur plein de points, mais parce que c'est à Détroit aussi, dans le même quartier d'ailleurs, c'est à Détroit, voisins, je il y a crois. Quand elle arrive à s'échapper, elle est toujours dans le quartier. Voilà, c'est ça. En fait, t'as beau, il donne au spectateur un petit peu d'air, tu vois, en mode vas-y, sors de la maison, cours, en mode t'es libre. Mais en fait, le spectateur c'est presque pire que de ne pas du tout sortir de la maison. En fait, ce moment d'air, et c'est une torture. Enfin, moi, je trouve que dans ce genre de ce film, Rottweiler. Voilà, avec ce Rottweiler, moi, c'est des scènes qui me glacent le sang et voilà, le truc de pas d'échappatoire. Quoi. Ouais, voilà. Oui, puis c'est un mec. Ce qui est hyper étouffant aussi dans le film, c'est la violence du personnage Oui, parce qu'il est de baraque. l'homme aveugle. Il est baraque. C'est vraiment un mec qui fait pas dans le détail, quoi. Le gars, mais casse des têtes. Il pousse à la salle. Oui, et t'as envie de lui dire, genre, en fait, ils se sont juste un peu piqués de l'argent. Enfin, c'est c'est pas bien, mais c'est un vrai psychopathe. genre, lui, il a vraiment envie de se faire justice lui-même, quoi. Ouais, mais après, on comprend. Typique des vétérinaires. Mais c'est ça le truc qui semble un peu exagéré dans toute la première partie du film. On se dit, mais attends, gros, calme-toi. Oui, c'est ça. On comprend pas trop ses motivations au début. Et on les comprend après. Ouais. Appelle la police, j'ai pas fait quelque chose. Mais oui, il peut pas appeler la police. Bah non, il y a l'Endec qui arrive. Ce qu'il fait est bien pire. Oui, non, exactement ce qu'il fait il a bien une forme de trafic d'humains dans sa cave là qui est quand même particulièrement douteuse. Mais du coup, le scénario est bien ficelé. Oui, c'est bien ficelé. Mais c'est vrai que cette scène, elle est particulièrement vénère, quoi. La scène du sous-sol, là, on s'en rappelle. Il n'y a pas eu un 2, là. Il n'y a pas eu un. J'ai pas vu, moi. Ouais, alors il y a eu un Don't Breathe 2. Oui, où tu comprends certaines choses et en même temps, on aurait aimé ne pas les comprendre. Voilà, c'est un peu pénible. Et puis, franchement, le twist scénaristique de la fin de Don't Breathe 2, waouh! Ouais. C'est vraiment. Et en fait, il n'était pas aveugle. En fait, il était vétérinaire. T'avais raison, c'est pour ça. Non, mais c'est très con. Mais je sais pas pourquoi je pensais qu'il était veto, sans déconner. Mais des fois, je suis naïf. Ah, c'est mon côté vieux. Tu vas voir, en réécoutant l'épisode, il va nous dire on peut couper cette partie. Non, on va pas couper cette partie. Non, on a un running gag à chaque épisode. Voilà. C'est Léo qui devait prendre cher sur cet épisode, finalement. Je suis arrivé en retard. Attends, c'est le prochain film. Oui, c'est vrai. Ouais. On se le garde pour le prochain. Et Camille, d'ailleurs, tu fais bonne transition. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est une très bonne transition de Camille. Hein. Si je soulignais, je pensais que c'était discret, pas du tout. Non, vas-y, c'est quoi ton film, Camille? À mon tour. Moi, je vais vous parler de L'Ange de la Vengeance. Every day, on every street, in every city, women are insulted, abused, threatened. Nana, what's the matter? What's the matter with you?
Changement d'ambiance. Oui, donc moi j'ai choisi de vous parler pour le silence de L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, sorti en 81. C'est le film préféré de Léo, je crois. Ah bah oui. Parlons-en parce que Léo, ne sachant pas qu'on faisait le podcast aujourd'hui, a décidé de squeezer mon style. Non, c'est juste que j'avais pas compris que tu passais de Hush à je me souvenais plus. Oui. Je suis désolé. Parce que son téléphone était en silencieux. Oui, il a respecté le thème de jusqu'au bout. l'épisode. Voilà. Ouais, c'était lui le plus dans le thème. Je fais vœu de silence. Très bien. Paf, prends ça dans tes dents. Donc moi, je vous parle d'un film qui est vraiment très différent des trois films dont on a parlé avant. C'est un film beaucoup plus ancien, donc de 81, et c'est un peu un film culte en vrai d'Abel Ferrara parce que c'est un film qui a permis de sortir une esthétique qui a vraiment influencé beaucoup de films derrière. Donc je vous fais un petit résumé et puis ensuite on discute. Mais surtout oui. Léo. On t'attend. Avec plaisir. La passive agressive quoi. Alors Léo. Bon, donc dans ce film, qui est donc le second long métrage d'Abel Ferrara, troisième en vrai, si on considère que le film pornographique qu'il a tourné compte comme un long métrage. Voilà. Il en a fait qu'un d'ailleurs de film porno ou en tout cas, il a commencé par ça. Ouais, je sais qu'il a commencé par ça, mais je me demande s'il n'a pas fait plus. Enfin, peut-être qu'il en a fait qu'un de. Il a fait celui sur Strauss-Kahn aussi potentiellement. Ah oui, mais qui est beaucoup plus tard dans sa filmographie. Ça, c'est porno celui sur Strauss. Non, c'est juste c'est une blague. Ah d'accord, ok, putain, du coup vu que j'ai pas vu, je me suis dit cool, un film porno avec Strauss-Kahn. Okay. Les recos du dimanche. C'est pas vrai. Donc, dans ce film, en fait, on suit le destin de Tana. T-H-A-N-A. Peut-être que ça vous rappellera donc Thanatos, la mort et tout ça. C'était le seul truc que j'avais noté sur ce film. Donc, merde. Donc Tana, qui est une jeune fille qui est couturière et qui travaille avec des femmes et un patron un peu relou. Et donc Tana, elle rentre chez elle avec ses collègues dans New York. Et il y a toute une scène qui est, moi je trouve extrêmement bien, où en fait elle se fait harceler dans la rue. Enfin, elles se font toutes harceler dans la rue en fait par cool, tous les hommes qui sont présents. C'est-à-dire que tous les hommes se permettent les petits et mademoiselle et compagnie, version new-yorkaise dans les années 80. Donc elle va faire ses petites courses, etc. Et en rentrant chez elle, là d'un seul coup, un homme surgit d'une petite ruelle, la prend et la viole. Et étrangement, Tana ne crie pas. Elle est effarée, sidérée, etc. Mais elle crie pas. Et en plus, c'est un personnage. Enfin, l'homme est vraiment horrible parce qu'il a une espèce de masque en plastique qu'il déforme complètement avec un maquillage presque de clown. Enfin, c'est vraiment un visage terrifiant. Et en plus, c'est un personnage complètement impuissant. Enfin, c'est un violeur impuissant parce que cette scène dure 2 secondes et il la laisse près des poubelles. Et en fait, donc on est vraiment dans une ruelle sombre et le seul point de couleur qu'on voit, c'est une pomme rouge. Pomme qu'on va retrouver plusieurs fois dans le film. Donc elle rentre chez elle hyper choquée, etc. Et en fait, chez elle, à ce moment-là, il y a un cambrioleur qui lui demande de l'argent. Et en fait, là, elle secoue la tête, etc. Et comprend qu'en fait, et on comprend surtout nous les spectateurs, que Tana est muette et elle ne peut pas parler. D'où le fait que j'ai choisi ce film pour. Oui. Voilà, voilà. Le silence, muette. Voilà. Ouais, Donc elle peut pas du tout exprimer de son quoi. Et donc lui, voyant ça, évidemment profite de cette situation et la viole à nouveau. Donc, tu sais pas ce que t'as loupé. Hein, donc il la viole à nouveau et cette fois-ci, c'est une scène beaucoup plus longue, scène qui est vraiment focalisée sur son visage à elle, son visage qui presque sort, enfin t'as l'impression qu'elle sort de son corps et en même temps elle est hyper triste et hyper choquée, enfin c'est terrible quoi de toute façon. Et on sent qu'elle essaye peut-être de sortir de cette situation et là elle pose la main sur une pomme rouge en verre qu'elle va jeter dans le visage de son agresseur et en fait elle va finir par reprendre le dessus et par le buter avec un fer à repasser. Voilà. Elle va pas faire que le tuer d'ailleurs. Non.
Parce que, évidemment, au fur et à mesure en fait, du film, Tana a cette violence, face à la violence qu'elle reçoit des hommes, décide en fait, à partir de ce moment-là, de reprendre le dessus et de devenir l'ange de la vengeance. Et de tuer un nombre d'hommes, beaucoup d'hommes, sachant que, j'ai quand même oublié un détail important, c'est que les 2 hommes qui la violent le font sous la menace d'une arme à feu, du pistolet qui est donc l'objet phallique par excellence, qu'elle vole à l'un d'entre eux, et donc après elle les tue les uns après les autres à coups de revolver. Voilà. C'est un film important parce que c'est un film qui s'inscrit évidemment dans la tradition du rape and revenge, mais c'est un film qui est pas dans un rapport de prétexte. Enfin, c'est pas l'idée, c'est pas de faire des scènes de sexe où la femme serait un objet ou je sais pas quoi. Pas du tout. En fait, au contraire, Tana, c'est elle qui prend la puissance d'agir, etc. Et qui va non seulement tuer des hommes qui la saoulent en fait, qui sont il y a une scène assez drôle en plus parce qu'il y a pas mal d'humour dans le film, mais il y a une scène assez drôle là de course poursuite parce que en fait donc elle tue le type et puis il faut se débarrasser du corps, donc elle fait des petits paquets avec des morceaux elle l'emballe qu'elle va déposer un peu partout dans New York dans ses sacs Kraft Franprix. Exactement. Et ça dégouline pas, donc je sais pas comment elle fait. C'est vrai que et donc elle va déposer ces trucs là et à un moment donné il y a quand même un mec dans la rue qui décide de la suivre comme un gros relou dans la rue qui suit une meuf, sauf qu'il la suit avec le sac dans lequel il y a le morceau et en lui disant you forgot your bag et tout machin, et au bout d'un moment elle se retourne et elle le bute quoi, parce que ça suffit en fait, ça va bien. Et au fur et à mesure, il y a aussi évidemment un changement du personnage qui devient de plus en plus une femme fatale, comme l'esthétique américaine sait le faire, c'est-à-dire une femme avec rouge à lèvres, machin, et une robe noire. Voilà, et où le rouge prend de plus en plus de place. Et tout ça va finir avec une séquence assez iconique du bal d'Halloween où elle décide d'arriver déguisée en nonne, mais en nonne sexy avec potentiellement un revolver dans la jarretière. Voilà. C'est un film qui est surtout très porté par son actrice principale qui s'appelle Zoé Tamerlis Lund, qui en fait était à l'époque elle était très jeune quand elle a fait ce film, et c'est à la base une activiste, c'est aussi une poétesse, elle a été compositrice, elle écrivait des chansons, etc. Et elle a été repérée donc au moment du casting par Abel Ferrara, et en fait c'est vraiment elle qui a aussi vachement coécrit le personnage quoi. C'est vraiment elle qui donne une interprétation de plus en plus puissante. Moi je trouve qu'elle a vraiment une présence dans ce film là, et c'est elle qui sera aussi co-scénariste d'Abel Ferrara sur Bad Lieutenant. Exactement. Et on la retrouve à prendre de la Gueudreau. Ouais, exactement. Avec ouais. Pas avec Abel. Enfin, peut-être qu'elle l'a fait avec Abel Ferrara, mais dans le film c'est pas avec Abel Ferrara. Et malheureusement, c'est peut-être un peu prémonitoire parce que c'est une actrice qui est décédée très jeune, à 37 ans, d'une overdose. Donc voilà, c'est moi, je pense qu'on peut vraiment avoir ce qui est intéressant, je trouve, dans ce film, c'est que c'est un film assez précurseur sur plein de thématiques liées aux violences sexistes et sexuelles. Il y a vraiment plein de mises en situation des femmes dans la ville, comme juste de la chair que les hommes regardent, évaluent, et sur lequel, en tout cas, ils s'approprient, quoi. Et surtout quand la femme est silencieuse, comme Tana. Sachant qu'elle ne sera pas silencieuse tout le film, parce que le film se termine sur le dernier mot que je ne vous dévoile pas parce qu'il faut le voir, je pense, sachant que c'est un film très court qui dure 1h20. Oui. Donc voilà, et je pense que j'ai à peu près j'aimerais bien savoir vous ce que vous en pensez quoi. Moi je trouve ça, moi j'aime bien cette période d'Abel Ferrara, ses premiers films, jusqu'à Bad Lieutenant, qui tient plus de l'expérience. C'est presque expérimental, Bad Lieutenant, mais en tout cas, la première période d'Abel Ferrara, je la trouve assez incroyable avec L'Ange de la Vengeance, New York 2h du matin et China Girl, qui sont on sent les expérimentations et le début de
l'arrivée à maturité d'Abel Ferrara en tant que cinéaste, où il tente une espèce de... Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde un petit peu les interviews de l'époque, ou même ce qu'il en dit maintenant. À l'époque, il tournait, et en fait, il savait pas trop ce qu'il tournait, en fait, quoi. Tout à fait. Tu vois, il y avait beaucoup de drogue, il y avait probablement beaucoup de trucs. Je sais pas à quel point l'actrice Zoé Lund, elle a participé à l'écriture, mais je pense qu'elle a dû énormément participer à l'écriture du film et du personnage, parce que j'ai du mal à imaginer qu'un type comme Abel Ferrara, qui à l'époque, certes, si bon cinéaste soit-il, si grand artiste soit-il, j'ai du mal à penser que un type comme ça, un homme dans le monde du cinéma des années 80 à New York, il arrivait à penser seul un personnage féminin de la sorte. Enfin, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Je pense qu'elle a dû prendre, c'est vrai que c'est étrange. elle, Une certaine place. Une certaine place dans l'écriture du personnage et du film. Et donc, voilà, c'est un film qui est... encore une fois, je vais le dire, c'est un peu un gros mot, mais c'est un film efficace, parce que c'est un film d'exploitation, en fait. À la base, L'Ange de la Vengeance. Les premiers films d'Abel Ferrara, c'est quand même des films d'exploitation, c'est-à-dire c'est des films qui sont faits pour appâter le chaland, quoi. Donc, une nonne avec des flingues, c'est parti, quoi. Un tueur avec une perceuse, dans son film d'avant, c'est fait pour se divertir, pour aller voir... de la violence à l'écran et tout ça. Et en fait, dans ce cinéma-là, il y a quand même des choses intéressantes qui font surface, notamment des films comme L'Ange de la Vengeance, quoi, qui sont des films, des espèces de miracles de cette époque-là. Tu te dis comment un type qui savait pas vraiment filmer, qui prenait énormément de drogue, qui avait... Enfin, c'est dingue que ces films arrivent, quoi. Ouais, sachant qu'en plus, ils n'avaient pas d'autorisation de tournage dans les rues de New York. Donc, tout est tourné comme... à la volée, en fait. Donc, c'était très rapide, etc. Et moi, je trouve que même sur la ville, il y a un truc... sur l'espace public, il y a un truc qui est toujours d'actualité, qui fonctionne bien, je trouve. Moi, je trouve que... C'est assez cool, en fait, de voir un film aussi coup de poing contre le patriarcat, mais sans se premier du terme. Ouais, mais c'est ouf qu'ils aient pas eu d'autorisation. Moi, ça, tu m'as dit ça, mais je suis choquée. Léo, t'en penses quoi? Tu préfères que je passe avant ou tu veux? Moi, j'ai vu les affiches. Non, mais oui, mais parce que... Dis-nous tout. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses d'après ce ça ressemble à Boulevard Moi, de la Mort. j'ai très très envie de le voir. Oui, je trouve que les affiches donnaient ce côté pulp des années 80 qui a vachement inspiré Tarantino, Rodriguez et tout après, quoi. Toi, je pense que t'aimerais beaucoup. Peut-être que je me fourvoie. Mais oui, je pense que j'aimerais beaucoup. Je pense que ça te plairait beaucoup. Ça me fait un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi de la critique sociale à la Carpenter sur la représentation des gens un peu mis à la marge et tout. Donc je suis chaud de le voir. Ouais. Et sur très, très chaud. C'est moins malin que Carpenter, je trouve, mais c'est bien. Et sur la figure de de Tana à la fin, habillée en nonne et tout ça, c'est, je sais pas si t'as regardé Euphoria. Ouais. C'est j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des. Il y a une truc éparse. Il y a une soirée, un épisode où ils sont déguisés et Kat, la personne, le personnage, tu sais, de la jeune fille grosse qui fait de la cam girl et tout. Ouais. Elle s'habille comme ça. Elle se déguise en Ange de la Vengeance. Et c'est une référence à ça, du directement au film, machin. Donc c'est vraiment la prise du pouvoir, quoi. Oui, du coup, même reprise dans des séries qui parlent d'identité queer et tout. Donc, ok, d'accord. Donc c'est une vraie référence. Ouais, il a une grosse influence. Hein. Moi, je savais pas. Mais elle a été complètement oubliée, en fait. Et il est revenu il y a quelques années, je crois. Il y a une ressortie, je pense. Restauration et tout. Et c'est un film... je sais qu'il y a pas mal de féministes qui ont écrit des essais où elles le citent, tu vois, comme étant... ça me donne pas... sur la question en plus du silence des femmes, quoi. Donc, c'était ce dont je voulais parler. Déjà merci parce que je te dis merci dans beaucoup d'épisodes parce qu'à chaque fois tu parles de films qu'on n'a pas forcément vus. Donc moi j'avais vu aucun Ferrara me concernant. Je regarderai probablement les autres et je précise que ce film fait pas peur. Non. À proprement parler, hein, voilà, il est pas. Vous pouvez y aller. Alors, il est pas facile à regarder, mais il fait pas peur. C'est pas l'horreur comme on a pu en parler dans les 3 films précédents. Il y a un petit chien mignon. Il y a un petit chien mignon. Encore des chiens. Il est mignon celui-là. D'ailleurs, il survit. Moi, j'ai peur qu'il soit mort et puis en fait, oui, mais en fait, on se dit.
Il y a une petite ref à Not All Men. Vous l'inclut pas les chiens du coup. Not All Chien. Mais voilà, Not All Dogs, ouais, c'est un peu. Mais ouais, moi, alors je sais qu'il y a un très petit budget pour ce film, mais franchement, le sang, c'est pas possible. Oui, mais c'est vraiment de. Non, mais c'est quoi cette c'est peinture à écarlate. l'eau? Moi, j'avais la même chose en art plastique en cinquième, tu vois. Enfin, le truc en plus sèche en 2 secondes. Ça fait une tache. Il y a pas de tache en fait. Oui, ça oui, fait oui. juste des marques rouges qui ont déjà séché. Je suis d'accord, son rouge à lèvres est plus sanguinolent que Ah, mais le c'est- sang. Moi, je trouve que tu sens les gars et les meufs qui apprennent, tu vois. Ah ouais, Genre, mais là, il y a un t'apprends, truc un peu de mais genre, du ketchup, ça sera mieux. Hein. De genre, ouais. Au moins, le ketchup, c'est un peu humide. Là, On tu va vois, ça- essayer et le filmer en même temps. Oh, Ça passe. On n'a pas assez de budget pour la pellicule, de toute façon. Voilà. Donc, Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Ah ouais, non, mais là, moi, le sang, là, j'étais outrée. Mais bon, il y avait plein d'autres points hyper positifs dans ce film parce qu'effectivement, il est très en avance sur son temps. Et comme disait Thomas, c'est vrai que je vois pas trop comment un mec dans les années 80 a pu pondre un truc comme ça. D'autant qu'il Ferrara joue quand même le premier violeur, faut le dire. Ah oui? Je Ouais. savais pas. Tu vois. C'est celui qui C'est joue le vraiment- mec avec le masque en plastoc là. c'est la photo du coup, caméo. ouais. Ouais, grave. Ouais, et ben je comprends pas ce caméo. Je suis Hitchcock. Et Ah non. je sais pas trop ce qu'il veut dire parce qu'en plus moi je m'attendais à, voilà, je fais un spoil mais je m'attendais à ce qu'on le retrouve, qu'elle le déboîte et tout. Non. Et en fait on le revoit pas ce gars. Non, mais en plus c'est drôle parce que, enfin moi je trouve ça drôle parce que c'est vraiment en fait il y a plein de personnages masculins dans le film qui sont hyper ridiculisés. Enfin, je sais pas si tu te souviens, Ouais. notamment d'un mec qu'elle rencontre dans un bar. Ah ouais, l'artiste, Oui. enfin, Ah, le là. photographe de mode là. Et qui est en roue libre. En Ouais, fait, il fait lui que de parler, il se Ouais. rend pas compte qu'elle parle pas. Il lui fait un tunnel sur l'histoire de sa femme qui soi-disant l'aurait trompé. Alors il se dit putain mais c'est Ah quel non, mec oui, avec pardon, quel ouais, mec je confonds. elle m'a trompé. Pas le photographe. Gna, je veux savoir. VRP, machin. ouais. Non ouais c'est ça. Et donc il est en boucle et tout. Donc elle dit rien évidemment parce qu'elle est muette. Donc voilà. Et lui il continue et tout. Et puis ça finit quand même l'histoire par en J'ai fait. buté son chat. Non mais c'est surtout en fait je me suis rendu compte que ma femme était avec une autre femme. Oui. Et là genre c'est pire. Petit Oui. contre-pied. ouais. C'est trop drôle parce que et en fait il y a plein de personnages comme ça masculins qui sont vraiment mais ridicules et notamment le violeur, enfin le premier violeur. Ouais, mais tu vois, moi, même si ce premier violeur est ridicule, il est quand même, Il c'est fait quand très même le stéréotype. Oui. Enfin, c'est le truc qui heureusement arrive peu souvent, mais le truc de on t'attrape dans une ruelle, t'es dans la rue tranquille en train de faire parce qu'elle fait ses courses. Hein, vraiment, c'est ça. Elle est en plein milieu de la rue, il y a plein de monde et on l'attrape comme ça. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais ce genre de truc. On t'attrape dans une ruelle et voilà. Mais ouais, je comprenais pas trop pourquoi lui, il avait décidé d'avoir ce rôle-là. Ah bah tu vois, je savais même pas que c'était lui. Donc, Moi, je sais pas, j'étais un peu en mode pourquoi. Ouais, non, mais moi je pense vraiment que tu vois. Mais j'ai du Qu'il n'a mal à- pas réalisé ce film. En fait. si, il l'a réalisé parce que tu sens D'ailleurs, ils font des références à Manhattan et tout là. Enfin, tu sais, c'est genre, tu sens le type qui apprend, tu vois, et c'est assez proche du Ferrara de l'époque. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'était vraiment le côté touchant qu'il y avait chez lui, des expérimentations qu'il pouvait faire et tout. Maintenant, je trouve que c'est un cinéaste qui a plus rien à raconter. Enfin, pardon, il y a peut-être des gens qui l'adorent, mais moi, j'ai vu un de ses derniers films au cinéma à Tommaso. Je suis pas allé au bout. Je suis parti pendant la séance de cinéma, chose que je ne fais quasiment jamais. La dernière fois que j'avais fait, c'était pendant Les Bronzés 3. Donc, Ça, c'est le... parce Déjà, qu'il a- il t'es a courageux. l'abonnement. T'es courageux. ça vous Il a donne une l'abonnement. datation au carbone 14 de mon âge. Ça, c'est quand t'as MK2 illimité. Ça fait ça. Mais Tu te retrouves devant les bronzés 3. Mais en tout cas, j'avoue, c'est Lucie, moi. Ouais, je oui, l'ai vu au Lucie, cinéma, oh putain, j'ai failli Lucie partir, de Besson. vraiment. Je ne suis pas parti, mais c'est Mais vrai que l'envie était, ouais. Oui, L'envie était. ouais, effectivement. Les 8 salopards aussi, putain, dédicace à Tarantino. Désolé. Mais Brice, c'est pas content. Là. Mais en tout cas, Tommaso, ça fait partie des films qui sont un peu témoins du moment où un réalisateur rentre à l'intérieur de lui-même, de son cerveau, et ne produit plus que des espèces d'auto-réflexion de lui-même. Voilà. Et Cronenberg, que j'adore, fait ça maintenant aussi. Et voilà, moi, Il y a son fils qui fait des films maintenant aussi. Ouais, mais son fils, il essaie de Et dire je suis Infinity comme Pool. papa, mais je suis pas comme papa. Ouais.
Et en même temps, c'était un dur, peu comme c'est papa. Et en même... Enfin, tu vois, Faut lui laisser une chance, peut-être qu'il arrivera à se détacher après. Ouais, moi j'aime pas Brandon Cronenberg, mais bon bref, on parle pas de Brandon Cronenberg, on parle pas de Cronenberg, on parle pas... mais C'est ça, là on est parti sur un virage. Oui, voilà, alors que ouais. Alors que voilà, non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que je pense qu'il y a dans ce film de la part de Ferrara une forme de naïveté dans la manière dont il l'a abordé, et je pense qu'il n'avait pas du tout idée de la puissance des thématiques qu'il abordait, tu vois. Moi je pense que le gars, quand il s'est dit vas-y je joue un des violeurs, il s'est dit il a pas pensé à l'impact derrière, quoi. J'ai du mal parce qu'il manquait quelqu'un, j'ai du mal à y croire. Moi je pense il était malade. Non, mais au casting, mais même pire que ça, je pense même que peut-être qu'il trouvait ça marrant, qu'il trouvait que c'était une manière, tu vois, de se mettre en scène au sein de son propre trash, film, de façon, tu vois, je pense qu'il y a un peu un truc de ce truc là qui est pas forcément un truc néfaste quand à l'époque, mais qui le devient quand tu y réfléchis après, mais qui est parfois forcément d'une volonté de mal faire. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça néfaste, mais c'est juste je m'interrogeais sur comment tu peux faire un film dans les années en 80 qui parle de ça et te mettre volontairement dans ce rôle-là. Mais voilà. Et sinon, pour ceux qui l'ont vu, je sais que Thomas l'a vu, mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à The Nightingale de Jennifer Kent, qui a été réalisé 40 ans après, tout pile. Oh là là, ouais, mais alors là, on est sur du lourd film. Sur du lourd film, sur mais... du lourd film en termes de qualité. C'est... Nightingale, c'est... On vous en parlera dans un prochain épisode. Haut du panier, quoi. Mais voilà, c'est la réalisatrice qui a fait Mister Babadook, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est un très très bon film. Le deuxième, The Nightingale, c'est exceptionnel. C'est incroyable, c'est très très dur à regarder, et voilà, bon, c'est plus dans son temps, donc c'est un rape revenge comme ça, mais ouais, je sais pas, moi, du coup, je me suis dit, en fait, c'est quand tu parlais de tout ce que ça avait pu inspirer et tout derrière, je me dis, bah ouais, 40 ans après, on nous pond des trucs. Voilà, qui sont dans l'air du temps, qui sont en phase avec tous les problèmes sociétaux dont on parle aujourd'hui. Mais en tout cas, The Nightingale, j'espère qu'on en parlera dans un prochain épisode. Et c'est vraiment un film à voir dans cette continuité-là de... Parce que tu vois, même la scène, la seconde scène donc de viol qui est focalisée sur le visage de Tana, ça m'a vachement fait penser à la façon dont est représentée dans The Handmaid's j'arriverai pas. La servante écarlate. La serviette écarlate. La serviette rouge. La servante écarlate. Pardon, la servante écarlate. Oui, tu vois, mais qui me fait aussi beaucoup penser au film de Jennifer Kent. Donc il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois. Faut que tu le voyes. Faut que tu le voies. Et ben on va faire un épisode là-dessus. C'est vraiment. Je l'ai vu. C'est vraiment. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ouais, c'est vraiment un film de fou. Et puis oui, dans ce que tu disais en rapport au thème, enfin, je sais pas si tu l'as dit exactement comme ça, mais moi j'ai vraiment vu la personnification du silence qui est incarné par Tana, et c'est vraiment ce mutisme qui aigu devient chronique en fait souvent après une agression sexuelle et voilà, et qui est très en avance. Enfin, je trouve que c'est ouf d'en parler dans les années 80 comme ça. Je suis d'accord, parce qu'elle est vraiment ce silence après, après en fait. C'est d'ailleurs là que tu te rends compte que l'expression qui ne dit mot consent, c'est vraiment de la merde. Non mais tout à fait. Vraiment, donc il a plein de ce film a plein de points très très positifs, mais je sais pas effectivement si moi je le vois aujourd'hui, mais je sais pas si c'était fait exprès à l'époque, comme on disait. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est voilà. Et pour te clasher sur la musique de la fin, c'est pas possible. C'est les années 80, c'est ouf. On pardonne. Le saxo là, le saxo. Ouais, mais alors attends, Abel Ferrara, c'est le spécialiste de la scène de la fête. Non, mais ça avec dure 10 le saxophone. C'est le même truc, la même boucle, c'est une boucle. Je pétais un câble. J'étais en train de faire la vaisselle à la fin, j'étais putain, mais t'arrêtes. Je pense que c'est le même saxophoniste que le mec de l'Eurovision qui a cartonné là, tu vois. Mais oui, mais c'est un truc comme ça, et ça s'arrête, ça se coupe, fin du film. Et là, le générique reprend là-dessus. J'ai pété un câble. J'étais en mode, ta race, je ferme mon ordi. Et non, mais j'étais en train de. C'est non. C'est pas possible. C'est vrai que ça prend beaucoup de place. Pour moi, il va pas à Baltar. C'est un grand nom. Mais voilà. Pour moi, il y a Claudio Fragasso, le musicien de Troll 2, la bande son de Troll 2. C'était vachement. Franchement, rien à voir. La fin mais de ça, c'est le réel vengeance. Claudio Fragasso. Attends, là, tu nous embrouilles. Non, je crois que c'est le gars au son, Claudio Fragasso. Non, c'est le réel. Fellini.
C'est le mec qui a bossé Ah pour non, Fellini. putain, mais je mélange tout, moi. Ah ouais, non, c'est pas possible, Fellini qui a ouais. fait Troll 2. Hein. Oui, non, mais Il ne voit effectivement, pas les films, Claudio il Fragasso, mélange tout. Fragasso, c'est le réel, mais non, pour le mettre sur une échelle de Troll 2 en termes de musique. Moi, je trouve ça pire. Ah non, Ah, la musique de la fin est pire. mais moi, Troll 2, tu peux me, Non. faudra me Ah bah, passer sur le corps. Ah bah, non, mais moi, Troll 2, je peux me l'écouter comme ça le matin dans ma douche. Notez, ok. Ah bah, écoute la fin de l'Ange de la Vengeance. Mais je vais regarder Tu déjà, pètes un je vais câble. regarder le film. Tu pètes un câble. Elle est disponible sur YouTube, J'ai Soundtrack. Trop Il y a, bien. il y a même, Ouais. je crois qu'ils ont sorti un Et vidéo. le film, on le trouve où? Eh ben, alors, il est sur YouTube Ah ouais, ok, trop bien. et il est sinon sur la Cinétech, je crois. Ok. Ah, d'ailleurs, sur les- Cairo est sur YouTube aussi, si jamais vous voulez bah. regarder. On l'a regardé de façon totalement légale. Autrement. Ouais, autrement, ouais. Ah, ouais. On Alors dira non, pas. moi par contre j'ai le DVD de l'Ange de la Vengeance. Attention, hein. Moi j'ai des DVD. Ça vous donne une datation au carbone 14 de mon âge, comme tout à l'heure. Voilà. J'ai les cassettes. J'ai la cassette. La VHS. Je l'ai enregistré. Bon, bah ça y est, c'est fini là, parce que la Brice il remballe là. Il est en Ouais. train de débrancher les câbles. Il a mis les tables sur les chaises sur les Brice. tables. On n'a pas fait la blague de Don't Briche. Dans le briche. Dawn Briche, la maison des ténèbres. C'est ici. Il a éteint les lumières et il va nous poursuivre avec ses câbles pour nous Voilà. étrangler parce qu'on est trop long. Bon, allez, on se dit au revoir. Mais avant Dimanche. de se dire au revoir, mais qu'est-ce qu'on a fait dimanche précédent? Et alors, c'est un peu compliqué parce que on enregistre 2 épisodes assez proches. Donc, Ouais, Ça fait 48 heures qu'on vit ensemble. Ouais. On n'en peut plus. C'est horrible. Donc, C'est horrible. allez-y, improvisez, puisez dans vos dimanches passés, dans vos expériences de déprime de Mhm. dimanche. Je commence arbitrairement par celle qui regarde en bas pour que je ne la repère pas, c'est Lola. Qu'est-ce que t'as fait? Et moi, tu vas pas être déçu, ça va encore être une catastrophe. Je peux vous faire un poème, mais. Ah ouais, un Je peux haïku. Tu fais un haïku? Bah non, mais putain, ouais, vous êtes des salauds parce que moi déjà, c'est une catastrophe à chaque fois que je dois me préparer en avance de ce que j'ai fait dimanche dernier. Mais là... Tellement douloureux pour toi le dimanche, Lola. Ouais, c'est très douloureux pour moi le dimanche. Et puis, qu'est-ce que. Ouais, je peux vous dire un truc super. En ce moment, c'est la saison des melons. Ah. Et je mange des melons de toutes sortes. Melon vert, melon jaune, melon charentais. J'ai une préférence pour le melon jaune. Voilà. Et j'en mange, je les mange. Comment tu les choisis? Est-ce que tu tires la petite tige, Alors, là, pour les comme melons ça, charentais, oui. Oui. Et en fait, ça me fait chier parce que je me plante à chaque fois. J'ai pas compris cette technique. Du coup, maintenant, je ne prends quasiment Je plus que des comprends rien melons à chaque verts fois. et jaunes. Et Je Ah, cannabis. mais les ça, c'est melons une qui bonne puent. technique, ouais. Les melons qui. C'est quoi La technique? pire odeur. J'ai choisi celui Celui-là, avec il la pire sent. odeur. Celui-là, il sent Sans les pieds, je le ouais. prends. Ouais, non, voilà, je bouffe des melons. Ok. C'est La bizarre. reco de Lola. Ouais. Bah ouais, Manger mais des bon, melons c'est le saison, dimanche, c'est ouais. saison. C'est vrai, Manger manger des Je des sais melons, pas si c'est saison. pas mieux que les accouchements. Bah moi, je me demande si c'est pas une des meilleures recos que. Ouais, je pense qu'on est sur un On top tient une des Ouais. meilleures. On tient une des- Parce que filmer des accouchements, c'était pas ouf, mais manger des melons, c'est cool. J'avoue, j'aime bien les melons. Camille, qu'est-ce que t'as fait, Camille? Alors moi j'avais préparé. Donc moi j'ai Ouais. moi j'ai écouté le premier single d'un nouveau groupe français qui s'appelle Allo Christine. Il se pourrait qu'il y ait des amis à l'intérieur. Et le premier single s'appelle La Sueur, disponible. C'est encore sur le nom de Spotify. ma mère, arrêtez. Oui, bah oui, c'est pour ça. Allo Christine, La Sueur. Bah, l'ami dont Voilà. elle parle, c'est ta mère. Ah, d'accord, qui est j'avais dans pas le compris. groupe. Bah oui, tu t'es pas au beaucoup courant. du C'est jet, un- moi. C'est du rock français, tu sais, très. Ah bah je vais écouter alors. Très sympatoche. Oh là là, j'ai vraiment 45 ans. Ouais, mais- sympatoche. sympatoche, c'est pas Donne une possible. datation au carbone 14 de l'âge de Camille. Cette fois-ci. 87 ans. Voilà. C'est Voilà, sympatoche, la musique de Jones. On passe à la recommandation de Léo qui avait anticipé l'épisode de ce soir. Donc Absolument, ça mais, recommande- mais tu sais que j'ai mon anecdote par contre. Hein. Ah, alors. Moi, dimanche dernier, j'étais avec Boubou la mixette, Ouais. double casquette, hein, tu vois, Mm. pour démonter un festival jusqu'à 3h du matin. Voilà. Démonter, Ça compte quand même le dimanche. Démonter, ça veut dire quoi? Ça veut dire foutre le feu au truc? On a En dire du mal. On a Putain, c'est posé, de la merde. ouais, on a posé sur scène, tu vois, un gros son. Non, on a démonté le matériel, voilà, table de technicien, jusqu'à 3h du matin, vous vous rendez compte. Oh, quel enfer. Voilà. Bah Eh oui. ben. Brice est rentré à pas d'heure, j'ai cru qu'il m'avait trompé, mais non, en fait, c'était bien ça. Avec Léo. Je Avec pas Léo. tout raconté forcément. Ouais.
Quant à moi, j'ai regardé une excellente série que je vous recommande qui s'appelle Le Bif. Le bœuf. Ouais. Ouais. Acharné en français, Au Québec. que vous pouvez regarder sur Netflix. Et c'est une série A24, A24. Ah, on adore avant. Bah ouais, pour les ici, hipsters ouais. d'entre nous, c'est donc cette boîte de prod qui finance et distribue tout un tas de films de genre un peu Dont en- X, dont on a parlé dont récemment. par X, exemple. dont Men. Men, Oui, c'est The Witch, C'est ceux qui font les meilleures bandes d'annonces. les films d'Ari Aster, Ouais, des c'est bandes vrai, annonces qui ça. spoilent. Hein, Ouais, ouais, mais elles sont incroyables. Et donc je vous recommande de regarder cette série qui, bien qu'elle soit distribuée en France sur Netflix et je pense à l'étranger aussi, est une série mémorable. Je vois pas d'équivalent. Ça donne envie. Ces Tu nous dernières as années. convaincus. Ça ressemble Ouais. au Nouveau Sauvage un peu. Ah ouais, Ah, ouais, il y a le un peu de film ça. franco-espagnol là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant des Nouveaux Sauvages, j'ai vu le film du réalisateur, son nouveau film qui est Misanthrope, Ok. qui est donc un thriller avec l'actrice qui jouait dans. Comment ça s'appelle ce truc là Divergente. Ah oui, oui. Euh, Je l'adore. Mais oui, son nom m'échappe. Dans là. Big Little Lies. Dans Big Little Lies, exactement, celle qui joue la mère avec la mère célibataire avec son fils là. Elle est super. Je suis désolé de pas me rappeler de son nom, mais j'adore cette actrice. Elle est Oui, vraiment tu ressembles géniale. à ton père. là. Et peut-être que Léo va pouvoir fact-checker en direct. Je fact-check. Mais du coup, c'est une deuxième. J'avais pas préparé. Mais moi, j'ai adoré Misanthrope. J'ai trouvé que c'était un thriller. Comme on n'en fait pas souvent, et certains trouveront que le propos est puéril, mais la mise en scène et le scénario en font un truc, je trouve, qui est assez balèze. Et d'ailleurs, c'est pas triché, parce que je l'ai vu le dimanche. Est-ce que Enfin, tu je l'ai vu un parlais dimanche. de Shailene Woodley. Shailene Woodley, exactement, merci. Le mot de la De rien. fin. Voilà. Et Ben Shailene Mendelsohn dans le second rôle. On a aussi Reese Witherspoon et Nicole Kidman. Ça, Meryl c'est- Streep ça, aussi. c'est dans Big Little Lies. Non, ça, c'est oui, Big oui. Little Désolé, j'ai sorti Le mec le mauvais est casting. actrice. Non, parce que pour retrouver, du coup, j'ai tapé Big Little Lies. C'est pas son épisode. Hein. C'est vraiment Et nous pas avons celui-là. aussi Monica Bellucci. Bon, allez. C'était quand même moins bien que les melons charentais. Mais... On a fini de l'épisode 7. Déjà. Ça fait déjà 7 épisodes Ça qu'on fait est là beaucoup et d'heures on est d'écoute. beaucoup d'heures d'écoute et on est hyper content de faire ça. Nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. On espère que vous prenez du plaisir à l'écouter au moins partiellement. Et avant qu'on se quitte, je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller nous mettre, je sais pas, une espèce de petit 5 étoles là sur les plateformes. Datation carbone 14 aussi. sur là. Spotify. Sur Spotify, sur Apple Un abonnement Podcast, sur allez- Instagram. Allez nous voir sur Instagram, nous mettre des petits commentaires. L'internet, ouais. Voilà, AOL, Lycos, tout ça, Wanadu. Voilà. N'allez on vous- pas sur le site de Cairo, surtout. N'allez pas sur le site de Cairo. On vous fait des bisous et on vous dit à dans 15 jours. Salut. Ciao. Ciao. Bisous.